Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Glénat Manga Live exceptionnel puisque déjà on va parler d'une œuvre incroyable et en plus j'ai la chance d'avoir mon binôme avec moi aujourd'hui et une invitée qu'on n'a jamais eue dans un Glénat Manga Live. On va commencer du coup par Leila ou Leilo ou I don't know but I'm Leila. Comment est-ce que tu veux que je t'appelle? Bravo. Les trois. Appelle-moi Leila, ma belle. Leila, magnifique, c'est beaucoup plus simple. Quel bonheur de te recevoir aujourd'hui ici. Merci, moi aussi je suis trop contente. J'en rêvais depuis longtemps. Vous l'avez évidemment déjà vu si vous suivez les contenus de Glénat puisqu'elle est quand même pas mal apparue sur les contenus par rapport à One Piece. Il me semble qu'une fois, c'est pas toi qui avais remporté le tournoi One Piece? Oui, c'est vrai, c'est moi. Mais oui, c'est toi. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Bon, après, la deuxième année, on va dire que mon titre, bon, j'étais pas en pleine forme, mais j'étais à ça de l'avoir. C'était Ringo, c'est ça? C'est Ringo qui m'a volé mon titre. Mais bizarrement que des femmes. Moi, je dis ça. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, hein, je pense qu'il se passe C'est quelque vrai. chose. Et nous avons évidemment donc Benoît, mon binôme. Moins depuis la nouvelle saison, il faut dire les choses. Beaucoup d'éditeurs viennent prendre ta place. Il y a une émission qui s'appelle comme ça. Exactement, beaucoup d'éditeurs viennent prendre ma place. Elle s'appelle pas exactement comme ça, mais presque. Mais presque. En fait, on tire à la courte paille et puis bon, très souvent on fait bon d'accord, je te le laisse, c'est ton titre, c'est ta série. Donc on se relaie, histoire que vous puissiez aussi avoir des têtes un peu diverses et variées tout au long des émissions. Et c'est toujours évidemment des gens passionnés du côté de l'édito, mais évidemment qu'on est content de revoir Benoît parce que c'est quand même le roi de la logistique. Il peut tout expliquer sur comment ça se passe dans le monde de la BD, mais attention, ce n'est pas un live FAQ, donc on va essayer de rester concentré quand même sur le sujet de cette émission et on ne déroge pas à la règle, on commence par l'actualité. Excusez-moi, on devait commencer l'actu, mais je vois le chat. Alors déjà, bonjour évidemment à tous les gens du chat, c'est évident que je vous salue. Mais il y a Ominae qui dit s'il vous plaît, spoilez pas trop Stutz. Mais t'inquiète pas, on n'est pas censé tout dévoiler. Il y a des gens ici qui connaissent un peu ce qui se passe à la fin de la série, mais nous, on en est qu'au tome 1. Et vraiment, si jamais je sens qu'on va aborder un sujet peut-être un peu spoilant parce que ça se passe dans la deuxième partie du tome 1, je le dirai, et tu pourras mute éventuellement, si ça t'arrange, voilà, parce que je voudrais pas froisser les gens, mais je pense qu'il y a quand même des éléments qu'on est obligé de partager avec vous aujourd'hui, parce que sinon on peut pas vous faire ressentir à quel point le titre est excellent, même s'il est court, en fait je pense qu'il est quand même il y a un très gros potentiel, puisqu'il est court, et en même temps il y a énormément d'éléments à l'intérieur qui méritent vraiment le coup d'œil. Mais pour vous dire aussi qu'on vous lit, on est là, c'est pas de la déco le chat, on essaye d'être attentif également de ce côté-là. Donc on revient sur l'actualité, nous allons parler de Pour le pire. On en parlait il y a pas longtemps puisqu'on a fait une émission dédiée, il y avait Soso qui était là avec nous d'ailleurs pour en parler. Pour le pire, c'est un manga évidemment qui va très très bientôt se conclure. Attendez, le dernier en date c'est le 10, donc ça veut dire le 12, ça doit être le dernier, si je me plante pas, et du coup... En conséquence, il y a eu cette annonce pour une adaptation en drama sur les chaînes de télé au Japon. Enfin, une chaîne de télé normalement, mais je n'ai pas noté laquelle, puisque de toute façon, on l'aura peut-être pas forcément. Mais en tout cas, il y a un petit trailer qui est passé entre-temps depuis l'annonce qu'on avait fait. Il est à glacer le sang. Je sais pas si t'avais jeté un œil, Benoît. Non, mais tu me le vends très bien, parce qu'on avait pu discuter justement de Pour le pire, à quel point c'était un manga qui prenait au trip sur une relation particulière entre un assistant social et une... Elle fait tellement peur. En fait, elle a vraiment les deux facettes. Ouais. C'est impressionnant. Non, ils vont vraiment, ils ont choisi. Ah, voilà, j'ai peur. Ça y est. Ils ont mis les dents qu'il fallait en plus. Ouais, ils ont vraiment bien fait le truc. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, ça sortira très très bientôt au Japon. Ah, je suis pas à l'aise avec ce trailer. Par contre, je tiens quand même à préciser aussi que l'acteur qui fait Arata, genre, je vais pas dire on a eu le meilleur acteur du Japon, mais on a un acteur qui est reconnu mondialement. Il s'appelle Yuya Yagira. Et en fait, lui, il faut savoir que c'est un acteur depuis qu'il est jeune, depuis qu'il est au collège. Et en fait, sa première apparition dans un film en tant qu'acteur, il avait 14 ans. Il a joué dans un film qui s'appelle Nobody Knows de Koreeda. Et il a remporté un prix à Cannes. Le gars, à 14 piges, il a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine. C'est la première fois que quelqu'un d'aussi jeune le remporte, et surtout c'est la première fois qu'un japonais le remporte. Donc voilà, rien que ça. J'ai fait, ah oui, bon, il n'y a même pas besoin de détailler le reste de son CV. Après, pour l'actrice qui joue évidemment Shinju, on a aussi quelqu'un d'assez compétent, puisque c'est quelqu'un qui est extrêmement investi dans son travail et qu'on a aussi vu dans d'autres œuvres, comme par exemple les Full Metal Alchemist sur Netflix, entre autres. Et elle a reçu des prix aussi, pas mal sur sa carrière, donc... ça fait extrêmement plaisir de voir que les licences, en tout cas, dont on a les droits ici à Glénat,
elles ont des adaptations, mais en plus avec des gens qui ont déjà une belle carrière derrière eux. Tu sens qu'ils vont insuffler la bonne émotion dans leur personnage. Donc, personnellement, je suis très contente et j'espère qu'un jour on pourra les avoir en France. Je sais pas, par Viki ou par un autre système, mais un système légal, ce serait vraiment le feu. Du coup, il faut vraiment que tu t'intéresses à Pour le pire. Pour le pire, c'est incroyable. Je pense qu'en vrai, ça pourrait taper pile dans ce qui te plaît. T'as un petit synopsis pour me donner envie là? Ouais, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais en fait, donc Pour le pire, c'est pas du tout l'adaptation du titre en japonais, c'est un titre qui a été choisi parce qu'en fait, il se trouve que c'est une espèce de meurtrière en série que t'as vu dans les images du trailer qui se fait incarcérer et vraiment les crimes sont sordides, genre elle a découpé les gens, elle a enterré des morceaux à différents endroits et en fait, donc il y a un gars qui est assistant social et qui s'occupe donc de différentes familles et d'enfants, etc. Et en fait, parmi les gens qu'il côtoie, il y a un enfant, son père a été victime de cette personne, et en fait, cet enfant, il échange des courriers avec la meurtrière. Et du coup, à un moment donné, il va s'en rendre compte, donc il va remplacer l'enfant, c'est-à-dire qu'il va prendre sa place et lui dire, un jour où il va la rencontrer au parloir, et en fait, depuis le début, c'était moi, et en fait, il va lui faire croire qu'il est amoureux d'elle, il va lui faire croire plein de trucs, parce qu'en fait, il veut lui soutirer les infos, où t'as mis les morceaux de cadavres, etc. Donc ça commence comme ça. Et en fait, va s'instaurer tout de suite un jeu de domination parce que la manipulation, c'est le maître mot dans cette histoire. T'as vraiment cette Shinju qui a plusieurs visages, littéralement plusieurs visages. Constamment, on ne sait pas ce qu'elle ressent réellement, on ne sait pas est-ce qu'elle nous manipule, est-ce que là, elle nous parle sincèrement. Et lui, de son côté aussi, son but, c'est de la manipuler. Mais il y a des moments, en fait, il se laisse attendrir. Donc, c'est pas un manipulateur, qui plus est. Donc, forcément, il tombe dans ses pièges. Elle, de son côté, Shinju, elle est déjà en prison. Donc techniquement, elle n'a pas grand-chose à perdre. Donc il y a vraiment une sorte de jeu du chat et de la souris. Et donc le mariage est une sorte de parce qu'il a demandé en mariage. En fait, il propose le mariage, sous-entendu, si on se marie, ça pourrait peut-être éviter que, je crois, que la peine capitale. Ah oui, et donc, sauf que lui, à la base, c'est juste une promesse, on va dire, en l'air pour essayer d'obtenir des informations. Elle se met à y croire. Et au fur et à mesure, justement, il y a ces échanges. Et donc on suit à la fois d'un côté les discussions au parloir, le fait que Natsuma Arata, quand il sort, il mène son enquête, et en même temps, pendant ces discussions avec Shinju, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il pense, et il y a ce qu'il extrapole en mode « Attends, je viens de dire ça, mais peut-être qu'en fait, elle savait ça et qu'elle pensait ça et que c'est le matin. » Et donc du coup, on est sur une toile d'araignée à plusieurs niveaux qui fait que à aucun moment, on ne voit vraiment le bout du tunnel. On se dit « c'est bon, c'est cousu de fil blanc, il s'est passé ça, ça, ça et ça. » Et surtout, ce qui est important, ce qu'il faut noter, c'est que Taro Nogizaka, donc l'auteur de Pour le pire, est spécialiste du sujet, parce que sur ses séries précédentes, qui étaient le 3e Gédéon et la Tour Fantôme, c'était pareil, nous n'avons eu des explications du pourquoi de cette cause que dans le dernier tome, avec justement les révélations. Donc on est dans un thriller où on soulève peu à peu des voiles, c'est bon, j'écoute des trucs, sauf qu'en fait, on ne découvre que de nouveaux mystères. Ça devient de plus en plus flou. Ok, très bien. Franchement, vous me l'avez très bien vendu là, ça me donne envie. Mais il est vraiment très bien. Non, franchement, il est très bien. Avec Soso, justement, quand elle était venue dans l'émission, elle en parlait, et en fait, elle était choquée à chaque fois de se dire que les gens n'avaient pas envie de tester, parce qu'en fait, les couvertures ne leur font pas penser à un thriller de cet acabit. Et du coup, après, les gens, en fait, ils se dirigent pas dessus, beaucoup à cause des couvertures. Alors, en fait, Taro Nogizaka, en fait, au Japon, par exemple, Pour le pire, ça marche plutôt très bien. Sinon, il n'y aurait pas eu une adaptation en drama. Parce que de base, c'est un artiste qui aussi est connu par rapport à son nom tout court. Parce que comme il a fait Medical Dragon, Team Medical Dragon, qui a été un succès au Japon phénoménal, mais il y a longtemps, genre il y a 20 ans, tu vois. Et du coup, il y a eu des dramas, mais genre, il y a 10-15 saisons, je sais plus, c'est un truc énormissime, j'exagère un peu le chiffre, mais vraiment, Team Medical Dragon, ça a été un truc de fou. Et du coup, Taro Nogizaka, les gens savent qui c'est. Ça, c'est vraiment un des points, peut-être un peu une différence avec nous en France, mais intéressez-vous à Pour le pire, vous ne serez pas déçus si vous aimez les trucs un peu violents comme ça. Voilà, vraiment. Dernière news, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus solaire. En même temps, on peut dire que c'est un live spécial thriller, techniquement. Oui, c'est vrai. On est dans le thème. C'est pas faux. Du coup, là, on va faire un peu tâche, puisqu'on va parler de cette annonce que vous avez vue sur les réseaux sociaux, le retour de la nuit One Piece. Elle revient le 4 octobre. Vous allez pouvoir célébrer avec tous les libraires partenaires. Et oui, Leïla, on fait la fête, évidemment. La sortie du tome 108 en librairie. Je suis encore un petit peu en retard, mais je vais vraiment me dépêcher et essayer de rattraper évidemment le rythme. Il y aura des animations, il y aura des goodies évidemment qui seront au rendez-vous. Et si parmi les gens qui nous regardent
il y a des libraires. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Il y a un site qui est dédié aux libraires. C'est www.nuitonepiece.com. C'est écrit également sur la petite image à l'écran. N'hésitez pas dès maintenant. C'est maintenant. Cet été, c'est trop tard. Il y a une date limite. Alors, les ouvertures ont commencé, je crois, cette semaine ou fin de semaine dernière. Et oui, grosso modo, il nous faut, on va dire, les ouvertures, les inscriptions d'ici à juin, pour une raison relativement simple, c'est que d'un point de vue logistique, en fonction du nombre de participants, on calibrera tout simplement les goodies. Oui, parce qu'on est d'accord que vous allez fournir du coup aux libraires différents éléments pour décorer peut-être un peu la librairie et exactement. Du coup les primes. Les primes ça. évidemment. À l'instar des New One Piece précédentes, bien évidemment, c'est un événement festif et collaboratif, donc aux libraires, aux participants de s'emparer de cet événement pour le mettre, je dirais, à leur sauce avec les communautés qu'ils connaissent. Mais bien évidemment, nous allons apporter, comme les années précédentes, des éléments pour vous permettre de décorer votre boutique, de faire quelques animations. Mais si bien évidemment vous avez des animations que vous avez déjà testées, qui ont bien cartonné, n'hésitez pas à les recommencer et n'hésitez pas à en tester d'autres. Vous savez tout comme moi que One Piece est un manga foisonnant et bouillonnant de créativité et on ne peut qu'attendre cela de la part d'un événement comme la New One Piece. Exactement, je pense que je peux dire quelque chose. Vas-y. Carrément. Elle va remettre son titre en jeu. Pour avoir déjà participé à une nuit de One Piece, les goodies qui sont donnés, c'est pas nul. Hein. En vrai, moi, à chaque fois, je suis pas mal, j'aime bien. Donc, pensez-y. L'année dernière, excusez-moi, il y avait eu quand même des berries de souvenirs et c'est pas des ex-libris à ce niveau-là. Des reproductions de planches en grand format. Oui, hyper canon. Magnifique. Hyper canon. Je pense que le bon plan, c'est de les encadrer. C'est ça. Voilà, c'est une suggestion. J'adore encadrer des trucs. Chez moi, j'ai des cadres partout ou des étagères. Un mur blanc, ça n'existe pas dans ma maison. C'est terrible. Donc voilà, commencez à vous préparer. Si vous êtes comme moi, commencez à rattraper One Piece. Hein. Je ne suis pas du tout proche de l'arc actuel, mais je vais continuer évidemment. One Piece est une grande aventure, une aventure qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Et ça fait longtemps maintenant que j'ai embarqué sur le navire. Donc de toute manière, pour moi, l'aventure continue. Et nous avons terminé avec l'actualité. Et du coup, pour faire plaisir à Sakura Juju qui demandait sur le chat, on va passer aux sorties de la semaine. Il est sorti. Ah, il y en a beaucoup. Et je dis qu'il y en a beaucoup puisque vous le savez maintenant sur les réseaux sociaux de Glénat, je vous parle justement dans une vidéo des différentes sorties et j'ai l'impression que Glénat veut littéralement me faire muscler les bras puisque quand je les porte, c'est lourd. Ça commence à peser son poids. Il y en a énormément. On va faire le tour évidemment ensemble. Que des bonnes sorties puisque je peux le dire, j'ai tout lu. Blue Giant Explorer, le 4e tome. Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire? En fait, c'est déjà on va dire le 3e arc, puisqu'il y a Blue Giant qui existe, Blue Giant Suprême et donc Blue Giant Explorer. Donc dans Blue Giant tout court, en gros, c'est l'histoire de Dai, qui est saxophoniste, un passionné du coup de saxophone et du coup par extension de jazz. Et en fait, il va, on va dire, développer son jazz au Japon. Après, dans Suprême, il part en Europe. Et il parcourt toute l'Europe et il pratique son art du jazz, on va dire. Et là, dans Explorer, il part à la source, il part aux États-Unis. Donc c'est vraiment hyper intéressant de voir aussi finalement le choc culturel qu'il y a entre Dai, qui est un petit japonais plutôt gentil comme ça, tu vois, et le vrai monde extérieur. Il s'est confronté à des espèces de trucs, j'étais en mode fais attention, c'est une arnaque, on va te faire du mal. Et voilà, il y a des gens évidemment pour l'aider en toutes circonstances, mais en tout cas dans ce volume, vous allez partir du côté de Los Angeles. C'était plutôt cool puisque j'ai eu la chance d'aller dans ma vie à Los Angeles et j'ai fait je vois tout à fait où c'est. C'est plutôt très très sympa et évidemment toujours cette manière de représenter la musique avec des planches complètement dingues. Attendez, je vais vous retrouver une des planches que j'ai vues quand il se produit là dans le... Voilà, par exemple ici, ça c'est genre juste avant qu'il commence à faire sa prestation dans cette salle où il doit convaincre le public. Et après, une fois qu'il est en transe, il est en transe, après il est en sueur... mais il y a vraiment énormément d'intensité sur les C'est vrai qu'il faut dire ça, c'est un manga de jazz, mais du coup, vu l'implication que met Dai, c'est aussi presque un manga sportif. Ah clairement, moi, en fait, en plus, sur cette prestation-là, t'as le temps, qui est indiqué, du coup, tu vois qu'il commence à 20h, et en fait, à 20h45, il n'a pas relâché. Et tu fais waouh. Il a du souffle, très clairement. Alors évidemment, il respire quand même entre-temps, mais...
Attends, je rigole pas. Attends, c'est vraiment ça, je crois que j'ai vu. Voilà, 20h42. 20h48. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, l'intensité également du public, on voit les visages des personnes qui sont en train de l'écouter et de se laisser emporter par les émotions à travers la prestation de Dai, parce que c'est quand même sa grande force aussi. Toujours à 200% Funky Ben, complètement. Et voilà, vraiment les planches, le truc c'est que comme maintenant j'ai vu le film Blue Giant aussi, j'ai tout le temps la musique du film dès que je le vois jouer. Et en plus, il y a un moment, je crois dans cette prestation justement, il démarre hyper fort. Oui. Tout de suite. Et du coup, dans ma tête, ça m'a rappelé le film, puisqu'il le fait aussi dans le film. Il est vraiment trop bien. Et il va rencontrer un danseur, il va être impressionné également par ce danseur qui vient de Bogota. Et un petit peu plus tard, il va partir du côté du Mexique. Donc on est vraiment dans un voyage. Et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Bon, j'ai un peu peut-être lu Explorer sans lire Suprême, mais du coup c'est possible, sachez-le. Voilà, c'est mieux de tout lire, évidemment, de lire les 2 premiers arcs. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez quand même commencer Explorer dès le premier tome. On n'a pas l'impression d'avoir raté un truc hyper important qui nous empêche d'apprécier la suite, en tout cas. Voilà, vraiment, j'ai l'air très bon titre, mais le film, je sais qu'il a été en salle en mars. Ouais. On n'a pas eu d'infos encore pour une sortie éventuelle en Blu-ray ou en DVD. Mais s'il y a... Vraiment, une excellente adaptation du manga. Oui, en fait, le film est sorti il y a déjà un peu plus longtemps au Japon, mais on a mis du temps à l'avoir chez nous. Ok. Et comme c'est un film sur du jazz, donc sur de la musique, c'est peut-être un peu plus confidentiel qu'un One Piece. Ouais. C'est un peu plus délicat aussi au niveau de la communication et tout, mais nous on est à fond ici, on est à fond évidemment. Blue Giant, vraiment fabuleux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des remarques? Faut que je commence cette série, mais tout à fait. Mais ça c'est... le parfait commentaire, je le valide à 200%. Ensuite, nous avons, lui aussi fabuleux, Rien Piliou. Alors si Blue Giant c'était la musique, ici c'est le monde de l'édition. Vous voulez connaître tous les secrets, les coulisses du monde de l'édition au Japon. C'est vrai que c'est pas chez nous, c'est au Japon. Rentrer dans les rédactions des magazines, eh bien Rien, c'est vraiment la série qu'il vous faut puisqu'on va y dépeindre tous les métiers. Mais alors vraiment tous, même ceux qu'on soupçonne pas qu'il y aurait quand on est un simple lecteur de manga. Et dans celui-ci, on va toucher un thème qui me passionne parce qu'en fait j'ai beaucoup tendance à parler du manga numérique parce que j'ai un problème de place dans mes étagères très honnêtement, pour être très honnête. C'est ton petit côté japonais en fait. C'est peut-être ça. C'est peut-être mon j'ai pas cette tâche chez moi, il faut que je bascule sur le numérique. Je pense que c'est une des vraies raisons qui font que les Japonais sont des très gros consommateurs de manga en numérique sur smartphone ou sur tablette. Et ici c'est vraiment toute la question avec des remarques qui viennent de professionnels du milieu où je me dis oh mon Dieu, mais c'est vrai, mais c'est exactement ce que je pense aussi. Donc je suis un peu sur la même longueur d'onde que les professionnels japonais, finalement, tu vois, quelque part. Mais en gros, on va suivre ici la création d'une plateforme de publication de mangas en ligne. Alors c'est un peu différent de, par exemple, un magazine qui est pensé pour le papier et qui va ensuite être transposé en ligne. Là, en fait, c'est vraiment, c'est l'équivalent, on va dire, du Jump Plus. Je ne sais pas quelle a été la plateforme qui a servi de modèle exactement, mais on peut imaginer le Jump Plus parce que dessus, tu as évidemment tous les titres qu'on peut retrouver sur Manga Plus. Mais on peut retrouver aussi plein de titres qui sont uniquement dédiés à la plateforme. Et donc après la plateforme, ils vont sortir en manga et vraiment pas passer par une version papier entre deux. Donc c'est apparemment, d'après ce qu'ils disent, tous ces professionnels, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de penser la mise en page. Parce qu'en fait, quand on est sur du scrolling, en fait, la manière d'interpréter les différentes scènes, elle est totalement différente. Oui, quand on est sur du scrolling, déjà, de base, on est sur un seul écran et pas sur une double page. Ouais, genre voilà. Là, ils expliquent par exemple en manga, une double page, ça a ça comme impact. Alors, c'est vrai que le trait est très fin, donc peut-être que vous ne voyez pas bien. Mais là, c'est une double page qui fait un petit peu tu veux que je l'avance Ashtanojo. Je sais pas si tu peux avancer un peu plus. Ça fait un peu Ashtanojo. Ah, pardon. Puisque c'est un coup de poing d'un boxeur. Et donc on voit effectivement tout le mouvement, on voit l'intensité du geste. Mais du coup, pour retranscrire ça sur du manga numérique, attends, je vais reprendre pour mettre une autre page, eh bien ils expliquent comment le découpage doit se faire. On ne peut pas garder cette méthode classique. Voilà, là c'est les explications sur ces 2 pages-là.
Et je trouvais ça tellement intéressant. J'avoue que c'était super intéressant, super instructif. Parce qu'en fait, je veux dire, c'est assez facile de dire, bah oui, c'est normal que sur un écran, on puisse pas faire une double page. Sauf qu'en fait, généralement, la réflexion, elle s'arrête juste là. Alors qu'ici, on a vraiment des auteurs qui ont réfléchi, qui sont pas en mode, bah non, je publie pour du manga papier, je publie pour du manga numérique, mais des auteurs qui sont, j'ai une histoire à raconter, j'ai des lecteurs et des lectrices qui sont sur des supports totalement différents. Comment est-ce que je peux faire en sorte que cette histoire que j'ai à raconter puisse aller toucher tous les lecteurs et les lectrices qui s'y intéressent. Et donc, ça permet vraiment tout un travail. Et moi, je sais que pour avoir lu et édité ce tome, j'ai aussi appris énormément de choses. Et je me suis dit, oh, mais c'est trop bien. C'est passionnant. Non, mais c'est vrai que quand tu t'intéresses vraiment de très très près à ce milieu, c'est fascinant parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne soupçonne pas forcément. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, je le rappelle, parce qu'on l'avait dit évidemment à la sortie de la série, on l'a redit de temps en temps, mais à la fin de chacun des tomes de Réimp, vous avez une vraie interview, c'est bizarre de dire ça comme ça, vous avez une interview d'un professionnel du milieu en France avec un équivalent de ce qui est représenté dans l'œuvre. Donc là, comme on est sur le lancement d'un magazine, on est sur de la création d'œuvres, de l'accompagnement auprès d'un artiste. Et du coup, dans ce numéro, vous avez l'interview de Franck. Il n'y a pas son nom de famille, mais Franck, qui exactement directeur littéraire BD aux éditions Glénat, et il explique son travail d'accompagnement auprès des artistes qu'il a signés et comment, en fait, quand il reçoit un dossier, comment il gère ça, etc. Donc c'est aussi très intéressant d'avoir cette perception d'un point de vue français. Donc toujours hyper bien, en plus très lumineux avec Kokoro Kurosawa, l'héroïne. Très énergique. Hein. Oui, oui. Très énergique, ça m'avait marqué. C'est le fait de faire du judo, ça aide. Peut-être, c'est ça, vivons sain avec un corps sain, c'est ça qui me manque en fait, c'est le sport, j'ai tout compris. Ensuite on a évidemment donc Trillion Game, on en parlait un petit peu tout à l'heure puisqu'il y a le film qui va sortir, c'est l'occasion de te pitcher un peu l'œuvre si jamais t'étais passé à côté, parce qu'en fait... Et que tu n'as pas vu le teaser de tout à l'heure. Bah le teaser ne montre pas grand chose. Oui, c'est vrai. Surtout qu'il parle d'un casino dont il n'est pas casino. Mais ouais, je te jure, je les ai tous refeuilletés en plus tellement j'ai fait en mode casino. Comment ça un casino? C'est trop bien, c'est un billet. Oui. Ça. Oh, à chaque tome, ils ont son petit billet comme ça, avec chacun des protagonistes qu'on rencontre dans cette histoire. Mais dites-moi les gens du chat, non c'est pas mon frère Franck, c'est mon frère s'appelle Franck, mais c'est pas lui qui est directeur chez Glénat. Il travaille pour Renault, voilà. Il faut en citer deux autres, Peugeot et Toyota, voilà. Mais la blague est drôle, excusez-moi, mais la blague est drôle, c'est vrai. Trillion Game, c'est l'histoire du plus grand bluff de l'humanité. C'est ça. J'y pense. En fait, en gros, alors attends, si on a du Trillion Game, on peut avoir la tête des protagonistes, c'est plus sympa d'expliquer avec leur visage. Tu les as ici. Ah voilà, je veux bien le 1 et le 2 du coup, s'il te plaît. Comme ça, on a le... Ah mon dieu, mais c'est même pas Gaku. Peut-être le 3, vas-y. Le 3. Oh, mais attends, mais lui, il est jamais dessus. C'est pas vrai. Oh, Gaku, il est... Bon, ben on va prendre l'arrière. Là, au moins, il y a un petit peu Gaku. C'est triste, hein. Je suis désolée, Gaku. Je crois qu'on t'aime pas. Hein. Tu t'exprimeras auprès des auteurs. Hein. C'est étrange. Mais non, le deuxième héros n'est pas sur les couvertures. Bah non, c'est pas... Oh, c'est impressionnant. C'est parce que c'est un homme de l'ombre. Donc comme c'est un homme de l'ombre, il n'est pas mis en avant. Il n'y a pas de raison justement que les lecteurs le connaissent. Il est plutôt justement la personne. On a d'un côté un personnage qui est un héros qui est flambeur, qui a le contact facile, qui discute, qui monte des plans, et qui à côté de ça son adjoint qui est plutôt un petit peu calculateur, mais pas dans le sens machiavélique, dans le sens logistique, organisateur. Mais comme il est plutôt introverti, très. Comme il est plutôt extrêmement introverti, c'est un peu compréhensible que du coup... Ah bah il est sur... En fait il est ici en tout petit. Ah bah voilà, mais je pense qu'il a dû... Attends, peut-être qu'il est sur le billet. Oh, il est sur le billet. Je pense qu'il a dû demander au scénariste, s'il te plaît, mets-moi, mais pas au premier rang. S'il te plaît, je voudrais juste être là, mais dans un coin. Ouais. Mais oui, effectivement, en fait, ce qui est très très amusant en fait avec ce titre, c'est que... c'est à 200% en fait en termes d'énergie et de vitesse, parce que lui effectivement il va s'accaparer un peu Gaku finalement, et il va dire toi et moi on va faire 1 trillion, et tu fais ok attends comment, en fait avec uniquement du vent. C'est impressionnant, le mec en fait juste avec du vent et beaucoup d'ingéniosité finalement, beaucoup de charisme aussi, il va réussir
à créer une société, il va réussir, avec l'aide de Gaku derrière quand même, qui est là pour faire toute la logistique, comme tu disais, mais ça va être beaucoup de vent. Ils vont en arriver, par exemple, à un moment donné, avec la personne, je sais plus, qui est sur la couverture du tome 2, justement, la 3, sur la couverture du tome 3, ils vont mettre en place une espèce d'affaires en ligne, avec apparemment une espèce de IA qui te compose des bouquets, sauf qu'en vrai, c'est pas vrai du tout, il n'y a pas de IA derrière, c'est quelqu'un qui répond vraiment, tu vois, les trucs que tu fais. Et après, ils disent, voilà, c'est bon, on a fait tant de millions, maintenant on revend la société, et tu passes à autre chose, et tu fais, waouh. Et c'est comme ça, tout le temps. Et ce qui est excellent, c'est que du coup ce personnage, tu sais, il a un peu, c'est un gars qui veut gagner quand même, tu vois, globalement. Après c'est pas une ordure, mais c'est un gars qui veut gagner, et du coup il va être en concurrence avec une des plus grandes et riches héritières, c'est celle qui est en couverture du tome 2. Elle a une gueule de princesse, hein, littéralement, donc voilà, elle c'est une des plus grandes héritières du Japon, et du coup elle a une grande fortune, et c'est un peu une femme d'affaires aussi, et elle veut rien lâcher non plus, et en fait ils vont vraiment être en confrontation, et sur plusieurs tomes réellement, hein, puisqu'actuellement, toujours là, dans le nouveau tome qui sort, donc le tome 7, ici, ça reste la confrontation. Il y a aussi un rapport de désir un peu entre eux. Il y a un rapport un peu particulier. Et ça joue un peu sur cette relation un peu entre les deux, même par rapport au deal du business, puisqu'il y a à un moment donné quand même une demande en mariage. Bah, oui. mais en même temps, c'est bien pensé. Les demandes en mariage, on voit ce que ça donne dans Pour le pire. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Attention, c'est dangereux. Non, mais ça va tellement loin. Moi, je suis impressionnée quand tu pars du tome 1 et que tu arrives au tome 7. Enfin, il y a un moment donné, ils ont créé une chaîne de télé, quoi. Tu fais, mais attends, ils ont créé une chaîne de télé. Je trouve ça juste complètement fou. Et ça ne s'arrête pas. Et il y a un truc que j'ai remarqué, mais je sais pas si je suis la seule à l'avoir ressenti. Tous les gens du chat qui ont lu Dr. Stone, vous trouvez pas que des fois il a une vibe Senku à base de, tu sais, une espèce de folie? C'est ce que j'étais en train de me dire. Tu dis voilà, tome 7, ils ont créé une chaîne de télé, et je me dis, alors rappelons qu'effectivement le scénariste de Trillion Game est le scénariste de Dr. Stone, et dans Dr. Stone le pitch c'est quand même l'humanité a totalement été transformée en pierre, recréons la totalité de la civilisation mais beaucoup plus rapidement parce qu'on n'a pas 4000 ans, et effectivement, et en 27 tomes ils arrivent jusqu'à créer, donc ils partent de rien jusqu'à créer une fusée, donc finalement le fait qu'en 7 tomes ils aient créé une chaîne de télé, ça reste cohérent. Oui, mais du coup, je retrouve la même énergie finalement dans Haru que Senku, ce côté vraiment allons-y, t'es l'audace d'y aller et de tenter, quoi. Et Gaku, alors, ressemble pas forcément à un autre personnage de Dr. Stone, mais du coup, c'est vrai qu'il y a un équilibre qui match hyper bien entre les deux. Et c'est vraiment une aventure qui carbure. Alors après, au niveau du dessin, vous aurez peut-être reconnu, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, le trait de Ikegami qui a fait Sanctuary, Crying Freeman. Donc c'est vraiment une collaboration entre un scénariste de génie et un des plus grands artistes de sa génération, Ikegami, incroyable, qui a été à Angoulême l'année dernière, et c'était complètement fou. Je vous avais raconté que j'avais pleuré quand je l'ai rencontré? J'ai pas le droit de montrer. Si. Regarde, les dessins, ils sont trop beaux. Attends, je montre pas bien. Si. Là c'est bien. C'est beau, hein. Non, il est très très fort. Après, le truc, c'est qu'il a vraiment un chara-design très particulier, parce que, Inagaki, le scénariste de Dr. Stone, il a quand même, je trouve, un scénario très énergique, très dynamique, et en fait, comme Ikegami, il a quand même un style qui se rapproche un peu du Gekiga. Oui. Il a vraiment une vibe Gekiga. Je pense qu'ici, il a vraiment adapté son trait, parce que tu vois, genre Crying Freeman, c'est le même dessinateur là derrière, tu vois. Et Sanctuary, c'est le même dessinateur. Dans ma tête, pour moi, c'était quand je voyais visuellement ça, et ça, je me disais, mais c'est pas le même manga? Mais pas du tout. Mais c'est le même dessinateur. Du coup, il y a effectivement une vibe, mais les dessins sont quand même très différents par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Donc en fait, il a quand même. Et pourtant, il n'est pas tout jeune. Hein. Il continue à faire évoluer son style, son trait. Et c'est vraiment un monsieur incroyable, parce que j'ai l'impression qu'il, jusqu'à son dernier souffle, il va tenir un crayon, quoi. C'est juste phénoménal. Elle fait du sport. Voilà. Un corps sain dans un esprit sain. Non, c'est l'inverse. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà, moi aussi, j'aimerais bien être riche et aller dans une salle de sport où il n'y a que moi dans la salle de sport. Voilà, c'est que ça doit être grand luxe. Donc, Trillion Game, le tome 7, toujours aussi phénoménal, toujours aussi fou, ça carbure. Trillion TV, voilà, si je pouvais être présentatrice chez eux, je le ferais aussi. Peut-être est-elle bien payée, leur présentatrice. Parce que, vu tout l'argent qu'ils ramassent, là, comme des psychopathes, avec des histoires de milliards de yens et tout... En même temps, ils sont obligés de brasser des volumes comme ça, sinon ils peuvent pas atteindre le trillion. Donc ils sont déjà à un niveau qui est abstrait. On voit tous les zéros, tous les chiffres, on fait...
Oui, on va juste se dire que c'est beaucoup parce que sinon on va être perdu. Je sais plus dans quel tome c'était, mais ça m'avait fait rire. À un moment donné, ils gagnent une affaire, enfin, ils gagnent un truc, tu vois, et ils font c'est bon, on a décroché plein d'argent, viens, on va à Las Vegas au casino. Et tu attendez, bon, ok, je vous laisse faire, vous avez l'air de gérer comme des fous. Ensuite, Ariadne, le tome 19. Alors là, pour le coup, c'est totalement une histoire fantastique. Oui, exactement. Mais alors, du coup, moi j'ai lu le tome 1 et j'ai sauté sur le tome 19, il me manque la moitié. Ah ouais. Donc, mais du coup... donc Ariadne, on y suit l'histoire de l'Achille, qui est le chevalier, donc le chevalier d'Azur d'une princesse, et il voyage à travers le monde en quête de la lumière primordiale. Il faut savoir qu'il y a eu, il y a très longtemps, il y a eu un conflit, et donc les personnes qui utilisaient la lumière ont un petit peu toutes disparu, on sait pas trop ce qu'il en est, et du coup l'Achille et ses compagnons décident d'enquêter, puisque l'Achille fait notamment partie de ces fameux, ce qu'on appelle des détenteurs de photons, et donc est capable de manipuler la lumière. Et là, dans le cadre de leur exploration, donc ils découvrent différents lieux plus ou moins étranges, plus ou moins en lien avec cette lumière sacrée. Et là, dans ce tome, ils arrivent dans une forêt. Sauf qu'en fait, il s'avère que cette forêt est une forêt, je dirais, différente de d'habitude, puisqu'en fait, c'est une forêt qui est composée de ce qu'on appelle des photoptères. Les photoptères étant des créatures donc, de lumière, mais surtout des créatures qui interagissent en direct avec la compagnie. Et alors qu'on pensait que la compagnie était unie, dans un même but, une même vocation, eh bien, l'interaction de la lumière avec chacun d'eux fait que les différents personnages qui suivent pourtant le même objectif vont se retrouver confrontés à des éléments, soit de leur passé, soit de leur futur, des attentes, et du coup vont devoir non pas faire appel à leurs compagnons pour les aider, mais au contraire, chacun d'eux affronter ça tout seul, alors, certes en pensant à leurs compagnons, mais sans avoir quelqu'un qui leur tape sur l'épaule. Ouais, tiens, mon crains rien, je suis derrière toi. Et donc, on sent véritablement le ciment du groupe se consolider, mais non pas cette fois-ci sous le rapport d'une amitié comme on peut être habitué dans le shonen, mais vraiment où chacun révèle ses failles et parvient à en sortir grandi pour ensuite poursuivre sa quête vers la lumière primordiale. Il faut savoir que Ariadne, c'est une série qui est terminée au Japon, de mémoire en 23 tomes, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'était 21, mais... 21, peut-être 21, 23. Voilà, un peu... Et du coup, on sent qu'effectivement, on s'approche de plus en plus, puisque les révélations arrivent, et eh bien, moi, je suis extrêmement curieux de connaître la suite de cette intrigue. Je voulais vérifier le nombre de tomes, mais avant que le chat nous le révèle, parce que je les connais, ils vont nous sortir l'info avant moi. Ariadne, l'Empire Céleste, c'est vrai que c'est son nom en entier. Tac, a priori 22. 22. Ah bah. On a tapé pile. Ouais. 21, 23. Faites la moyenne des deux intervenants et vous allez être bon nombre. C'est le chiffre médian. Voilà, hop là. Mais du coup, effectivement, voilà, c'est très très bientôt la fin. Mais ça se sent. Je trouve que dans ce volume, j'ai fait un 19, mais dans ce volume quand même, j'ai trouvé que on s'approchait. Il y a une tension qui montait puisque dans le monde céleste, justement, c'est le nom d'Ariadne. En fait, il se passe des choses. Oui, il y a d'autres factions qui sont aussi en train de se Par contre, il y avait une vibe un peu Hoseki no Kuni. Oui, l'air des cristaux. L'air des cristaux. Parce qu'en fait, je sais pas, les gens, ils se font attaquer et tout, puis ils se brisent en petits morceaux. Je fais... Attendez, il n'y a pas de sang. Ils se brisent en petits morceaux, du coup j'ai fait ça va être une particularité d'Ariadne, j'imagine. Voilà. C'est peut-être parce que c'était des êtres de lumière ou quelque chose dans le genre. Il y a aussi une vague Hoseki no Kuni, tout simplement parce que Ariadne, donc l'Empire Céleste, comme son nom l'indique, en fait Ariadne à la base c'est une cité volante. Et donc de la même manière dans l'ère des cristaux, on suit d'un côté un groupe qui est sur la Terre et ensuite du coup qui se fait attaquer par les Séléniens. Et donc on suit ces deux factions. Et là c'est un petit peu pareil, mais avec du coup des explications beaucoup plus poussées sur le rôle de l'Empire Céleste, à la fois le rôle passé, le rôle futur, et donc du coup toute l'importance du voyage de l'Achille pour essayer d'empêcher le cataclysme qui s'annonce. Très bien. Bah écoute, merci pour les petits détails concernant cette particularité de Ariadne. En 22 tomes. En 22 tomes, nous le rappelons, évidemment, c'est bientôt fini. On a aussi, en termes de sorties, là on s'attaque vraiment plus au côté shonen, on va dire, des sorties, puisqu'on a le One Piece Magazine, le numéro 13. Il est beau, il est tout chaud, un petit peu, voilà, je le réchauffe un peu, mais il est vraiment absolument nécessaire à tout fan de l'univers de One Piece. D'ailleurs, elle était en train de l'observer tout à l'heure, Leïla. Elle le feuilletait, elle disait « Ah, c'est trop beau! Ah là, il y a un poster !» Et il y a, enfin franchement, ce qu'il est de fou. Regardez, il y a plusieurs posters dans ce numéro. Ça, c'est un des posters qui est disponible. Franchement, trop bien. Trop beau. Les couleurs très jolies, d'ailleurs.
Je demanderais bien aux gens du chat, c'est quoi votre technique pour réussir à enlever les posters sans rien abîmer Au Japon, j'ai vu qu'il existait des techniques à base de tu mets une espèce de grosse feuille plastique, j'ai pas bien compris ce que c'était, et après avec le cutter, mais tu mets une règle et tout. Enfin, j'ai vu des trucs, je me dis ça doit être possible. Mais moi j'ai toujours fait un carnage, donc j'avoue que je ne m'aventure pas dans ce genre de délire. Je les laisse à l'intérieur, je me dis voilà, c'est leur destin. Et il y a ce poster là. Magnifique. Ah, il est trop beau. Ah, merci beaucoup pour ton aide. Voilà, ce sont les 3 fameuses couvertures. C'est ma technique, c'est je le laisse à l'intérieur. Ça marche toujours. C'est ma technique aussi. Je vois qu'on est sur des techniques similaires. Du coup, on cherche des cadres au format du One Piece Magazine pour pouvoir mettre le poster en découper. Vous avez des recos à faire. Non, et vraiment, il est très très rempli. Il y a plein de choses très intéressantes. Moi, par exemple, j'avais noté qu'il y avait une analyse approfondie des résultats du concours de popularité qu'il y avait eu récemment. Oui. Ouais, alors attends, il y a même 2 parties tellement c'est approfondi. Attends, je regarde dans le sommaire puisque c'est dans le sommaire que je l'ai vu. Il y avait une analyse sur les résultats, notamment par zone géographique. Est-ce que, est-ce que l'Europe vote différemment de l'Asie, qui vote différemment de... Voilà, analyse approfondie. Les chiffres, ils étaient sortis, ça m'avait choqué. Top 20 par zone géographique, tu vois. Regarde, nous, on est où Nous, c'est Europe. On est là. Nami en premier. Nami, 2e, Zoro. 3e, Robin. 4e, Luffy. Non, mais tu vois, par exemple, Carotte qui est en 6e place, ça m'énerve, ça. Ah, moi, désolée, je suis la première hater de Carotte. Ah, sérieux? Je l'aime pas. Elle m'énerve. Oh non. Non, en vrai, intéressant. Hein. Il y a beau Hancock ici. Sanji carrément 7e. Tu vois, moi j'aurais vu les personnages principaux vraiment du chapeau de paille. Tu vois, le cœur de. Je suis d'accord. Mais en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est l'Europe qui a voté, c'est pas que la France. Bien sûr. Oui. Mais par exemple, le Japon, lui, attends, je passe au Japon. Lui, le Japon, il est, on dirait, une affiche faite par, par Oda. Tu vois, number 1 Luffy, number 2 Zoro, logique, Sanji 3e, pardon. Mais jusque-là, je trouve c'est normal, tu vois, pour moi, c'est mon trio aussi. C'est un peu mon trio. Trafalgar Law, mais bien sûr, Trafalgar. En fait, vraiment les mecs. Vraiment beaucoup les mecs. Ouais. Il y a Ace, Sabo, c'est la fratrie. C'est la fratrie. Et seulement après, t'as Nami, Nico Robin, Boa Hancock. Là, c'est pareil, c'est un trio féminin. Regarde, là, c'est super drôle. En Grèce, le premier, c'est Vista. Mais quoi? Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Au Maroc, le 20e, c'est Yasuie Shimotsuki. Et Tonoyasu. Ils ont mis vraiment des chiffres qui les étonnent, en fait. Mais ouais, mais même, regarde, en Indonésie, le 7e, c'est Gedatsu. Waouh! Il y a tellement de persos aussi que même 40e, ça reste une bonne place. C'est pas faux. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en fait au début du One Piece Magazine, donc vous avez le classement de tous les personnages, donc bien évidemment, et du coup, est-ce que vous savez combien, au moment du vote, combien il y avait de personnages de One Piece? Oh, c'est écrit? Bah tu regardes la dernière vignette en fait, parce qu'ils sont numérotés. Oh purée! Non. Ah ouais, il y en a beaucoup. 1172. Wow. C'est une question à garder pour quand il y a un événement avec un quiz Exactement. One Piece. Voilà. Combien y avait-tu là? À deux près, combien y a-t-il de personnages? C'est bien noté. Je vais pas me le dire deux fois. Elle l'a enregistré dans sa tête. Est-ce que tu t'en souviendras encore le jour où il y a un quiz? 1172. Et je vous avoue que quand j'étais sur cette partie-là, je fais ok, je vois ce personnage. Et alors celui-ci. Et au fur et à mesure. Après, il fallait que je réfléchisse. Je fais ah oui, il était dans cette partie-là de l'arc. Ok, c'est un personnage secondaire, etc. Donc. Et le nombre de pages de personnages. Ouais. Waouh, incroyable. Et donc ça c'est... Mais là ils sont 1172, mais c'est genre déjà un classement? Bah en fait, ça c'est le classement du concours qu'il y avait eu, le concours mondial. Oui, là, oui, après ils ont fait les filtres par zone, par genre, etc. Mais il est bien quand même, le classement mondial, je le trouve vraiment bien. Enfin, surtout le début là, parce que du coup, je vois bien qui c'est. Les 3 premiers, c'est dans l'ordre d'arrivée, t'as vu? Ouais. C'est drôle ça. Alors Kuroe, est-ce qu'on compte les personnages dont on ne connaît pas forcément le nom? J'ai l'impression que oui, puisque c'est vraiment son visage. Ah si, il y a aussi les noms. Mais peut-être que c'est le moment de découvrir le nom de quelqu'un que tu connaissais pas.
Je pense pas qu'on ait compté tous les figurants qu'il y a dans les foules que dessine Oda, parce que là, ça aurait fait beaucoup. Ça fait un peu tout. Mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, des personnages qui ne sont abordés que dans les courriers des lecteurs, où vous avez un lecteur ou lectrice qui dit comment s'appelle le cousin de telle personne. Et donc, en fait, du coup, il était possible de voter pour ce personnage. Vous avez aussi Eiichiro Oda qui fait partie de ces 1172 personnages. Vous avez Pandaman. Donc, voilà. Et il est en quelle place? Pandaman, il doit être bien classé, non? Oui, Il doit être dans cette double page, je pense. Non, il est là, 97. Pas mal, hein, bravo. Bienvenue dans le jeu Où est Pandaman? Où est Pandaman? C'est après Où est Charlie? Voilà. Où est Pandaman? Bref, le One Piece Magazine, on pourrait y passer des heures tellement il y a de contenu, tellement c'est dense et intéressant. Et sinon, vous avez aussi évidemment le fameux épisode A, One Piece, dessiné par Boichi. Alors, je sais plus si c'était une question juste d'un chapitre à chaque fois. Dans les One Piece Alors en Magazine. fait, dans les One Piece Magazine, il y avait un chapitre à chaque fois, sauf qu'on avait mis évidemment des pages couleurs. Donc là, on est sur la deuxième partie, et c'est à partir, donc en grand format. Et c'est à partir de ce One Piece Magazine là qu'a été conçu donc le manga One Piece épisode A. Oui, c'est ça. Mais là, vous pouvez vraiment bénéficier des pages en grand format, en pleine couleur. C'est juste incroyable. Et du coup, on a à l'intérieur, du coup en grand format, ce qui est sorti en 2 volumes il y a quelques temps déjà. Donc je pense que c'est vraiment un must-have quand on est fan de One Piece. T'as pas envie d'en rater un seul. Oh attends, j'ai vu un truc amusant. Qu'est-ce que c'était? Attends, il est où? Tu vois, Douyabi, tu devrais commencer One Piece. Dans le chat, je viens de voir ça. Oh, c'est trop mignon. On dirait un truc pour les enfants. Ouais. Oui, il y a des histoires. En fait, dans chaque One Piece, il y a une histoire pour enfants. Et donc là, c'est une histoire qui est en plusieurs épisodes. Et très souvent, là, c'est une histoire pour enfants avec un mode chercher-trouve. Donc il y a une double page. Et donc avec une petite histoire, Luffy et Chopper se promènent dans par exemple l'île de Punk Hazard. Et puis en bas, il y a la liste des objets. Puis il faut chercher. Tiens, il y a un parchemin, il y a une longue-vue, un log-pose, etc. Oh, c'est trop joli. Ah non, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon ça, je le vois prochainement. Ah, mais il y a Pandaman ici. Ah, tu l'as trouvé direct, bravo. On rigolait avec le Où est Charlie, mais en fait, on y est vraiment. Donc ça, c'est le One Piece Magazine. Alors, c'est marrant parce que c'est le volume 13, mais c'est aussi le volume 13 de Sakamoto Days qui est sorti aujourd'hui. Et ça, là, c'est le shonen du moment. Vraiment, c'est le shonen du moment. Il faut, c'est terrible, si vous n'avez pas commencé Sakamoto Days, mais montez dans le train ou dans le camion ou n'importe quoi, puisqu'il y a tellement de véhicules bizarres qui sont des fois réquisitionnés pour partir en mode course-poursuite. Donc vraiment, il faut absolument y aller. Là, on commence vraiment à atteindre des niveaux assez stratosphériques. Ce tome 13 se concentre vraiment sur les flashbacks. On est sur un tome flashback, et je pense que le 14 sera aussi un flashback grandeur nature, puisqu'on va en savoir plus sur donc Akao, qui est ici en couverture, mais également sur donc Sakamoto, Nagumo, le trio infernal à l'époque où ils étaient à la JCC. Et c'est juste hallucinant. Le charisme d'Akao, le charisme de ce protagoniste. Je ne savais pas, puisqu'on a fait une émission sur Sakamoto Days ici. Et c'est qui? C'était Ludivine, je sais plus. C'était Ludivine qui l'a fait avec moi. Elle me disait, non mais Caro, ce perso, t'es pas prête et tout. J'étais mais attends, mais c'est pas possible. Mais vraiment, qu'en fait, on l'aperçoit pas vraiment encore. On la voit pas trop dans les tomes d'avant. Et du coup, j'ai retourné ma veste. Je suis obligée de retourner ma veste. Prévenue. Elle m'avait prévenue parce que moi je disais Kao. Enfin, on a vu une image d'elle dans un flashback à un moment donné. Ok. Elle est incroyable. Je sais pas s'il y a des fans d'Akao un petit peu dans le chat. C'est hallucinant. Après, ce qui est hyper bien aussi, c'est que ça nous explique un petit peu pourquoi certains sont partis dans telle ou telle direction. Je pense évidemment à Ozuki en l'occurrence, parce que c'est vraiment un personnage. Jusqu'à maintenant, il apparaissait, j'étais en mode voilà, vraiment, je voulais pas tomber sur lui. Et en fait, hyper intéressant au niveau de son background, vraiment. Et le tout, vraiment dans un rythme infernal de. Alors, on est vraiment dans une course-poursuite. C'est vraiment, il y a même un petit plan avec. Ils sont là, l'aéroport est là, il faut y aller. Donc c'est vraiment mignon, même les petits passages un peu en SD. Beaucoup d'humour tout le temps. C'est juste hallucinant. Tu connaissais le pitch du départ? Oui, j'ai lu les 4 premiers tomes. J'ai trop kiffé. Mais du coup, il faut que j'en prenne. Parce que là, j'avais pris une petite pause. Mais là, en plus, Sakamoto, quand il est jeune... Tu vois, quand tu disais les persos BG tout à l'heure. Voilà, tu vois. Bah là, du coup, tu profites parce qu'il est tout le temps comme ça. Oui, j'ai vu dans ces flashbacks. Il est tout le temps là. Je vais m'avancer tout de suite. Tu vois, tout de suite, bonjour le charisme. Non, mais en plus, une double tu vois, moi, ce que je trouve chez Sakamoto Days, c'est que vraiment, les combats, ils sont trop bien dessinés. Il n'y a pas de
t'analyses, tu te dis et qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Franchement, c'est trop fluide. Les mouvements sont hyper évidents. Ouais, j'aime trop. Non mais vraiment, il faut y aller. Hein. S'il y a des gens qui ne sont pas encore, parce que comme ça, vous nous rejoindrez dans la team des gens qui sont énervés, qui n'est pas encore d'annonce d'animé. Parce que nous, on n'en peut plus. Il y a un groupe là sur les réseaux sociaux qui fait la promotion de Sakamoto Days à base de encore un jour sans annonce d'animé. Encore un jour qui passe et toujours pas d'annonce d'animé. C'est incroyable. Et c'est vrai. Moi, dans ma tête, j'étais convaincue que ça allait être annoncé en décembre. Il y avait l'animé Japan. Rien. Ouais, pour l'instant, effectivement, il n'y a toujours pas d'annonce. Alors que la série cartonne. Donc... Mais oui, mais moi, en fait, en vrai, mon hypothèse, à titre personnel, c'est que c'est trop incroyable. En fait, il n'y a que des trucs de fou. Regardez-moi, des attaques comme ça. Ouais. Je pense que pour être capable d'apporter un rendu à la hauteur, vraiment, du produit... Je pense qu'ils sont en train de, de continuer à caster le studio idéal, de continuer à se dire non mais vous vous rendez pas compte, faut qu'on mette tant. Peut-être que c'est aussi une question de budget qui est en train d'être analysée parce que c'est pas possible que personne au Japon ne se soit dit si on faisait un animé de Sakamoto, c'est évident que ça doit être à mon avis dans les cartons, mais que trop complexe à mettre en place parce que là, franchement, si c'est pas à la hauteur, les gens. Ils vont prendre des billets d'avion pour le Japon. Ils vont aller devant la Shueisha. Ils vont dire pourquoi. La technique n'est pas prête. Fallait attendre. Bah oui, mais vous nous le demandez. C'est le cirque infernal. Donc voilà pour Sakamoto Days. Il est vraiment fou ce tome et j'avoue que c'est un peu hardcore de pas avoir le 14 tout de suite. Parce que, en fait, on s'arrête au milieu d'un truc. Enfin, on nous coupe un mouvement, quoi. On nous coupe un gros mouvement qui est vraiment juste excellent. Donc, vivement le tome 14. Alors, attends, on est en mai. Il sortira début pour Japan juillet. Expo, Début juillet pour Japan Expo. Oh. Bon, encore un peu d'attente. Voilà. Encore un peu d'attente pour finir cet arc du flashback, je l'appelle comme ça, l'arc du ou l'arc de l'aéroport. Oui, je peux l'appeler aussi comme ça. Ça marche aussi. Et enfin, la dernière nouveauté, nous y arrivons enfin. Il s'agit de... Ah mais il est devant, c'est pour ça que il est pas là, je le trouve pas. Il est là, devant vous, il est beau, il est magnifique, il est superbe. Il s'agit de Stunts, The Ninth Ghost. Et on est parti pour le focus. Oh, je crois que le jingle il est fatigué. Ouais. Moi j'ai que c'est un coup d'un ghost. Ouais, c'est un ghost qui est passé par là. Toujours eux. Ils sont terribles quand même. Ne t'étouffe pas. De l'autre côté, c'est un coup d'un ghost encore une fois. Les gens s'étouffent, c'est terrible. Alors, Stunts, c'est la grosse nouveauté de cette semaine. Et il y a énormément de choses à vous dire dessus. Déjà, le premier élément qui me semble le plus important, parce qu'on sait que on n'a pas le porte-monnaie extensible, ni le compte en banque infini. C'est une série en 3 volumes seulement. Une série pensée en 3 volumes. Ce qui semble étonnant quand on lit le tome 1, parce qu'une fois que t'es parti dedans, tu te dis mais bien sûr, mais je vous accompagne sur 10 tomes si vous voulez, moi je suis avec vous. Mais non, c'est une série qui est courte, donc elle ne vous coûtera pas très cher, évidemment. Mais surtout, vous avez vu la tête quand même de la couverture, les graphismes sont juste hallucinants. On est ici sur un titre qui donc arrive pour la première fois dans le catalogue de Glénat. C'est une nouvelle artiste également qui arrive au passage, Daichi Sora, qui est juste phénoménale. Et on va commencer un peu par vous la présenter. Moi, j'avais eu l'occasion, puisque j'ai eu cette incroyable opportunité, d'aller au Japon en décembre avec les équipes de Glénat. On a eu la chance de rencontrer Daichi Sora. Alors, je ne sais pas si on n'a pas encore des éléments de la rencontre. Ce sera plus tard. Plus tard, vous aurez encore un peu plus d'éléments par rapport à ce qu'elle a à vous dire sur justement Stunts Ninth Ghost, mais on a eu la chance d'avoir, c'est vraiment le petit privilège pour la maison d'édition, pour Glénat, cet incroyable shikishi qu'elle a préparé avec beaucoup de soin. Regardez comment il est magnifique. Je sais pas si, peut-être en le rapprochant un peu plus. Attends. Cachez-moi, c'est pas important. Oh là là, le shikishi, qu'est-ce qu'il est beau. Il est trop beau. Il est magnifique. Et ce qui est très très sympa, c'est qu'en plus, elle a rajouté de la couleur comme ça, avec ce petit design et tout. Vraiment, c'est superbe. Et vraiment, voilà, elle a fait ça. Elle était adorable. Sachez qu'elle était adorable. J'ai passé un excellent moment en lui parlant de cette œuvre, évidemment, puisque je lui avais dit que je l'avais adorée. Et donc, comme toutes les artistes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, elle était très contente, évidemment. Elle m'a pas craché dessus. Ça aurait été étonnant. J'adore ce que vous faites. Ah, ça me déçoit quand même. Je suis très déçue. Non, elle était vraiment adorable. Et on sent, en fait, c'est un des trucs aussi que j'avais noté, qu'on est sur une artiste qui est encore à son début de carrière. C'est pas sa première œuvre, Stunts. Elle en a déjà fait d'autres.
J'aurais pu d'ailleurs vous donner le nom de l'autre œuvre qu'elle a fait, mais elle est qu'au Japon. Vous pouvez lire sur le site de Kodansha, puisque c'est une artiste signée chez Kodansha. Mais bon, faut lire le japonais évidemment pour y aller. Mais c'est la précédente série qui était assez gore aussi au passage, avec des montagnes et des montagnes de cadavres partout. C'est vraiment un trait, qu'elle aime bien développer. C'était une série courte aussi, donc on est sur une artiste pour l'instant qui fait des séries assez courtes. Et qu'est-ce que vous dites? La cover donne envie, carrément. Oh, il y a des gens qui sont contents que tu sois là, Leïla. Oui, j'ai vu ça. Je connais ces gens-là. Et ça fait trop plaisir. On va gagner le volume 1. Alors non, il n'y a pas, ni le shikishi d'ailleurs, puisque c'est un objet à Glénat. Ça reste à Glénat. Mais on va justement vous parler aujourd'hui de Stunts pour vous expliquer pourquoi le titre est sympa, pourquoi vous devez y aller. Mais sachez que si vous aimez les thrillers, déjà, vous êtes au bon endroit. Si vous cherchez un titre genre Kilali, c'est peut-être pas la bonne option, effectivement. Mais là, vraiment, pour tout ce qui va être thriller, tout ce qui va être vraiment enquête policière, mystère, et puis surtout, un vrai dépaysement. Moi, je trouve ça, du coup, hyper exotique, en un sens, puisque on ne va pas être au Japon, on va être à New York, avec la NYPD, là, New York Police Department. On est littéralement dans les experts. C'est vraiment un des points que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le pitch de l'histoire, mon cher Benoît? Alors, le pitch de l'histoire, donc Stunts the Ninth Ghost, on y suit le personnage principal, donc James, qui du coup retourne à New York après avoir été, on va dire, premier de l'académie de police, sachant que James est, si je me rappelle bien, d'origine japonaise. C'est ce qui est dit à un moment donné, voilà. Mais j'étais étonnée. Voilà, je crois qu'il est d'origine japonaise ou métisse. Et donc il retourne à New York, et il retourne à New York pour y retrouver, donc à la fois pour y retrouver son frère, Jack, qui lui donc n'est pas du tout dans l'académie de police, mais reste néanmoins dans cette zone puisqu'il est substitut du procureur. Et donc on se dit, voilà, on va partir sur une série policière, il y en a un qui va mener l'enquête, l'autre qui va s'occuper d'accuser les personnes, rien. Et en fait, pas du tout. Parce qu'en réalité, il s'avère que Jack et James ont eu quelques différends par le passé. Et bien malheureusement, Jack, en tant que policier, se retrouve accusé. C'est James alors. James, pardon, excuse-moi. Tu disais, attends, James, c'est Jack, ça se ressemble. Non, c'est vrai. Voilà. Donc James, le surdoué de l'académie de police. Le petit brin qui est sur la couverture. Voilà, se retrouve accusé d'un meurtre. Et donc, comme il se retrouve accusé d'un meurtre, il n'a d'autre choix que d'enquêter. Mais vous savez comment fonctionne le système policier, le système judiciaire. Vous ne pouvez pas enquêter sur votre propre crime, puisque vous seriez à la fois jugé parti, vous pourriez effacer les preuves, etc. Donc il va être obligé d'intégrer une autre organisation qui, justement, s'occupe des cas assez étranges. Et c'est pour ça qu'on parle du Ninth Ghost, puisqu'il y a des affaires étranges qu'on appelle des ghost affaires. Voilà. Voilà, il est possible qu'il y ait des créatures qu'on appelle des ghosts aussi, sinon il n'y aurait pas de sens avec le titre, donc ça va, ça c'est cohérent, on est sur quelque chose d'assez cohérent. Donc ça c'est le pitch, et en fait ce qui est très intéressant, c'est que sur le premier chapitre par exemple, on va... alors il y a quelqu'un qui nous précise d'ailleurs dans le chat, merci beaucoup, qu'effectivement c'est son grand-père qui était japonais, donc il est métis, mais un peu plus loin que ce qu'on peut s'imaginer. Merci pour le rappel. Mais du coup je voyais plus où était l'info. Et du coup on a donc ces deux frères, et... du coup, comme moi, je l'ai relu, puisque j'avais rencontré l'artiste en décembre, je l'ai lu en décembre, là je l'ai relu. Maintenant, je savais où il fallait bien faire attention, parce qu'il y a des détails, il y a des indices dispatchés à des endroits qui sont révélés plus tard, genre à la fin du tome 1, on vous dit oui, il y a eu ça. Tu fais, oh, mais flemme de recommencer le bouquin. Donc là, ça a été ma relecture, et j'étais en mode... Oh, c'est vrai qu'à ce moment-là, il se passe ça, tu vois. Donc c'est hyper intéressant. Si vous avez le temps, en vrai, c'est vraiment un tome qui est intéressant à relire quand vous l'avez fini. Ça m'avait fait ça avec une série, il y a très très longtemps, qui s'appelait, je sais pas si vous avez connu, ça n'a rien à voir avec l'œuvre, c'est pas un truc policier tout à fait, mais qui s'appelait Fringe, je sais pas si ça vous parle, je sais plus si c'était américain ou anglais, mais c'est une série avec comment ça s'appelle quand il y a des indices dispatchés et quand tu reviens au début, le foreshadowing, avec un foreshadowing de psychopathe. C'est hallucinant. Il y a plusieurs saisons et en fait mon mari avait recommencé la série avec moi parce que il avait regardé quand j'avais été au Japon, j'ai vécu au Japon une époque, et en fait il me disait attends, il fait pause.
il y avait déjà ça là. Et genre, il arrêtait tout le temps la série, c'était un enfer. Et du coup, je me dis que Stunts fait un peu partie de ce genre d'œuvre où vraiment, si tu as la possibilité, il y a vraiment les gens, vous êtes notre Wikipédia, merci beaucoup. 5 saisons pour Fringe, merci. Quand même, hein, c'est pas si vieux, ça va bientôt faire 20 ans. Mine de rien. 20 ans, c'est pas vieux, c'est bon. C'est pas vieux, tout va bien. Je pensais à Usual Suspects, franchement, en lisant Stun the Names Ghost, avec ce principe du foreshadowing, je pensais vraiment à Usual Suspects, puisque Usual Suspects... C'est une série américaine. Non, c'est un film début des années 90, donc avec Kevin Spacey, et où justement on traque, dans ce film, on traque une sorte de meurtrier ultime, de criminel ultime qui s'appelle Kaiser Soze, et donc on interroge les témoins. Et en fait, on écoute et on est subjugué par l'histoire. Oh, le salaud, il a commis tel crime, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et lorsqu'arrive la révélation finale, on en fait, il faut que je revoie le film. Mais la révélation est beaucoup trop importante pour que je le revoie tout de suite. On était vraiment... Et tu étais vraiment scotché. Et moi, je sais qu'avec Stun the Ninth Ghost, quand je l'ai lu, tu parlais d'un thriller, et c'est tout à fait vrai. Oui. Et moi, j'ajouterais un terme, c'est vraiment un page turner. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tome qui fait 200 pages. Vous les dévorez. Et quand je dis vous les dévorez, c'est pas parce qu'il n'y a pas de texte. C'est au contraire parce que l'histoire est tellement prenante, tellement haletante, que vous n'avez qu'une envie, c'est de tourner, d'avancer. On peut montrer ça en parlant de dévorer. Personne n'est à table, c'est bon? Vous mangez pas, hein, ça va. Bon, tant pis pour ma Madeleine. C'est très graphique. Hein. C'est... alors merci Malayla, c'est adorable. Vraiment, cette double page, elle est phénoménale. Parce que déjà, elle est dans le détail, et vous ne rêvez pas. Hein, il y a bien, effectivement, un corps cloué sur une table. Il manque des morceaux. On a l'impression, en tout cas à l'image, que ça a été bouffé. Vraiment, ce terme, c'est même pas mangé, ça a été bouffé avec violence, avec véracité. Et c'est assez impressionnant de voir le travail en fait qu'elle a fait. En fait, ce qui est fou, c'est que voilà, dès le début, elle donne le ton de ce qui va se passer par la suite. Donc évidemment, il y a des indices partout dans ce bouquin sur ce qui pourrait potentiellement arriver. Et bon appétit, tout à fait, Arki, c'est exactement ça. Voilà, je suis végé, mais ça me donne faim. Alors, ça c'est bizarre. C'est vrai qu'il y a quelques fruits et légumes, hein, j'avoue, mais je pense que c'est pas ça qui a été mangé. Mais j'ai envie de prendre mon goûter. C'est cool. Moi, je vois que la dérision marche très bien sur le chat. Mais du coup, oui, c'est un des points quand même à savoir, c'est que c'est extrêmement graphique. C'est très explicite au niveau de la violence, vraiment les boyaux, des organes qui sont plus à leur place. Oui, celui-là, on peut le montrer normalement. Il était dans le trailer. Ah oui. Celui-là, oui, c'est bon. Ça, franchement, aussi... Mais il y a des pages, elles sont tellement belles, je trouve, au-delà du côté sordide évidemment de l'histoire. Hein. C'est graphiquement, je trouve que l'autrice, Sora Daichi, elle est vraiment très forte pour marquer des temps. C'est vraiment, elle marque le temps et d'un seul coup, bah là, en fait, justement, la page, tu la tournes plus parce que tu prends le temps d'être là et de vivre cet instant avant de repartir, évidemment, dans la suite, puisque après, en fait, on est trop curieux. Il y a vraiment des points. Je sais que quand j'ai lu Stun the Ninth Ghost, donc le premier tome, et puis même le deuxième, en fait, j'étais vraiment heureux parce que donc c'était, comme tu disais, une enquête policière qui se déroule aux États-Unis, donc ça change un petit peu du Japon, même si bien évidemment on a vu des tas de séries américaines. Bien sûr. Mais moi j'étais vraiment heureux parce que je me suis dit, j'ai enfin en manga un roman noir. Avec un polar. Voilà, un polar, mais pas juste une enquête policière. Un roman noir, c'est un truc, une histoire qui soigne, qui te met un peu mal à l'aise, où tout n'est ni tout blanc ni tout noir, où tu as des faux semblants, de la manipulation, vraiment où tu as une ambiance où tu sais que tu vas vivre quelque chose, tu vas certes éprouver énormément de sensations. Tu sais pas si tu vas ressortir indemne ou pas, mais tu sais que tu vas partir pour un voyage de sensations et d'émotions. Et pour du polar, franchement, moi j'étais ravi parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas retrouvé ça dans un manga. J'avais déjà lu bien évidemment en manga des enquêtes policières en mode bon, alors il s'est passé ci, il s'est passé ça, donc j'en déduis que, mais qui était un petit peu trop, on va dire, mécanique. Ouais. Alors que là, on est vraiment sur du feeling, sur de la course-poursuite, sur de la lutte contre le temps, tout simplement. Et par lutte contre le temps, c'est aussi vous mettez une 40 minutes à lire, vous faites quoi? J'ai déjà fini. Mais
Mais vraiment, on sent une réelle pression. Et moi, une fois que j'ai fini le premier, je fais le deuxième. Ah non, j'ai pas encore la traduction. C'est quel dommage. Oui, toi, tu dois attendre la traduction, pas comme Voilà. d'autres où en fait ils font j'ai le tome japonais, ça va. Voilà, c'est ça. Effectivement. Toi, ta vibe du coup quand tu as lu ce premier tome, parce qu'en plus je te l'ai vendu. Ouais. Je t'ai vu à un événement il y a pas longtemps, je t'ai dit Tu pouvais m'offrir. Stud. Ça m'a coûté un peu cher. Hein, pas, mais moi, J'ai ruiné Leila. D'accord. tu vois, quand je l'ai lu, en fait, Ouais. ce que j'ai trouvé drôle, c'est ce contraste. Parce que quand tu commences le manga et que tu vois la première page, je me suis dit, ah ok. Miam. Genre, ok, ça commence. Et après, tu vois la découverte du coup de James, c'est Oui. ça, le personnage, et qui est tout joyeux, tout. Genre, en zen, fait, ouais. il y Il a est ce tout contraste-là naïf et de. tout. En fait, carrément, je me suis dit, mais. Je l'ai un shonen là ou tu vois pour la vibe du personnage elle était très et en fait quand tu le vois avancer tu vois et c'est ça que j'ai aimé je pense c'est de voir un peu la désillusion du personnage tu vois qui arrive il vient aux États-Unis lui il rêve de devenir policier quand il va à la NYPD il a les yeux qui brillent tu vois et en fait petit à petit plus il avance plus ce qu'on a dit du coup il est accusé de meurtre tu vois que le personnage il commence enfin il se tient à sa trame tu vois mais tu sens que ça switch. Et c'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il se trouve que justement le titre Stunts, en fait, il vient d'un magazine qui s'appelle le Besatsu Shonen Magazine. Et en fait, le Besatsu Shonen Magazine, c'est pas le Shonen Magazine classique de Kodansha. C'est un magazine qui est quand même hyper sombre. Il y a entre autres le nom en français, l'Attaque des Titans, qui vient de là. Donc tu vois le niveau de maturité dans la narration, dans le propos. Alors évidemment, il y a plein d'autres œuvres, mais le listing est immense et ils sont tous chez d'autres éditeurs. Et il y en a qui sont vraiment effectivement un peu plus shonen, mais il y en avait plein dans le listing que j'ai vu. Je fais ah ouais, la vibe, elle est pas très douce et joyeuse. Hein. Donc je pense que c'est aussi une des caractéristiques du magazine en question, parce que bah, du coup, on s'adresse, même si c'est le nom du magazine, c'est Besatsu Shonen Magazine. En fait, quand tu vois les œuvres qui sont publiées dedans, tu vois un petit peu quelle est l'image que les éditeurs veulent donner en fait à leur mag. Et du coup, ça, ce que tu révèles, c'est, tu vois, quand tu dis, oui, on voit le personnage, après, on dirait un petit héros de shonen et tout. Je pense que c'est, tu vois, une espèce d'équilibre un peu particulier qu'ils ont réussi à trouver, parce que j'avoue qu'entre la double page de la table, et après, t'as James qui est là, Les yeux tout pétillants, là. C'est drôle. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de James, honnêtement, le chara design. Parlons du chara design. Je veux dire, c'est quand même un Vas-y, point... parlons-en, Caro. Je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire. Les personnages sont beaux. Voilà, les personnages sont vraiment très beaux. C'est visuellement plaisant à regarder. Non, franchement, moi, quand je te dis, quand j'ai vu les pages, j'étais trop contente parce que vraiment, le dessin est trop beau. C'est magnifique. Je sais pas si je peux vous montrer, mais parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Tu vois? Attends. Oh, mais toutes les pages sont belles. Hein. Là, depuis tout à l'heure, toutes les pages sont belles. Mais... Attends, en fait, toutes croquées de fou. Attends, si... Je sais pas lesquelles je vais montrer. Attends. Je vais en trouver. C'est là on voit que c'est un vrai direct qui n'a pas été préparé. C'est chaud en fait. Parce que, bon, si, vas-y, je vais toujours montrer. Oh, magnifique. Ouais, elle est belle. Elle est incroyable. C'est celle que j'ai montrée tout à l'heure, tu vois, mais quand on voit le focus sur James, franchement, trop beau. T'as aussi la double, justement, avec son frère, sous la pluie. Oui. Ah oui, mais du coup, celle-là, elle dévoile... Enfin, elle dévoile... attends, tu pensais à laquelle? On voit un peu quand même. Hein. Parce que moi, je pensais celle sur le toit quand tu me dis ça. Oui, je pensais à celle-ci, mais pour moi, j'ai pas la... Je me trompe peut-être. Hein, Je sais pas, sur le toit, déjà, ça va plus. Oui, bon, d'accord. Parce que, bah, du coup, oui, très bien. C'est bizarre. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais tu vois, par exemple, celle-ci... Ah, elle est... Franchement, le rythme du découpage sur cette double page, elle rend tellement bien. Car on a vraiment la séquence. En fait, quand on voit cette double page, là, on a vraiment une séquence de film. Oui. On comprend tout de suite la mécanique et l'enchaînement des plans, en fait. Vraiment, on l'a en visu. Et je trouve ça vraiment tellement réussi. En fait, le truc, c'est qu'il faut garder en tête qu'on est sur une artiste qui, quand même, en est encore à ses premières œuvres. Je lui souhaite, évidemment, à un moment donné, d'atteindre un niveau où elle pourra faire une longue série.
parce que je pense qu'elle en a totalement les compétences, le talent et tous les éléments sont là pour elle. Mais du coup, enfin moi je salue vraiment la qualité aussi bien du travail graphique, parce que des fois il y a des gens ils font des beaux dessins, mais derrière l'histoire est pas intéressante ou alors la narration est étrange. Pourtant il y a des tantos derrière pour que ce soit carré, mais des fois ça arrive, il y a juste le dessin qui est beau, mais là c'est pas juste le dessin qui est incroyable, surtout que l'autrice m'avait dit que c'était pas pour rien qu'il y avait des BG dans cette histoire. Elle aime les beaux chara-design, elle aime bien, elle aime que les personnages soient beaux, et en fait je trouve ça agréable d'avoir ce type de visage dans une histoire finalement aussi grotesque même, niveau visuel, parce que ça crée un paradoxe qui me plaît beaucoup. Le choc des deux me plaît énormément. Puis je sais pas, c'est agréable. Moi, ça me parle en tant que public féminin. Après, voilà, j'en fais pas forcément une généralité. Je pense qu'il y a aussi un public masculin qui aime les beaux visages, voilà. Mais du coup, c'est vrai que moi, en tant que moi, par rapport à mes goûts, direct, ça a mis des points, quoi. Ça a mis des points en plus sur l'histoire. J'ai trouvé que vraiment, tout se tient bien sur ce premier volume. Rien n'est laissé au hasard. Et il y a, du coup, pour parler un peu plus, petit peu, voilà, des personnages, on a donc, merci encore le chat, rappelé que notre héros est un peu métissé japonais par son grand-père. Mais c'est un personnage, car comme tu l'as dit, qui est hyper pétillant au début. Hyper pétillant, hyper motivé. Vraiment, il incarne la joie de vivre. Il sort de l'académie de police, mais il n'a pas encore été vraiment confronté à la criminalité. Et, mais il gère très bien. Il a ses rêves voilà, et tout. Voilà. Et il arrive du coup à New York, et le premier truc qui lui arrive, c'est qu'on lui pique son portefeuille. C'est ça. Voilà, directement. Et en plus, il y a une remarque dans le bouquin, j'étais mort de rire. Mais c'est un idiot, c'est un japonais ou quoi. Tu sais, genre, les touristes japonais sont trop faciles à berner. Et hop, on lui a volé le portefeuille. Je me suis dit, pour qu'elle écrive ça, c'est qu'en fait, vraiment, ils sont trop naïfs, les Japonais, quand ils partent faire du tourisme ailleurs, en fait. Parce que c'est vrai qu'au Japon, en vrai, pour te faire voler quelque chose, faut vraiment que tu n'aies pas eu de chance. Non, ça peut arriver, mais c'est quand même très rare, donc vraiment c'est que vous n'avez pas eu de bol du tout. Mais en général, voilà, le sac à main ouvert, souvent il n'y a vraiment aucun problème. Donc là, premier truc qui lui arrive, c'est ça, il se fait voler son portefeuille, et tout de suite, il est derrière son assaillant, tout de suite, il le rattrape, tout de suite, il sauve un gamin qui tombe des escaliers, tout de suite, il lui saute dessus. En fait, d'un seul coup, j'avais l'impression de voir Superman. Ouais, c'est vrai. C'était impressionnant. Il avait, en plus, tu vois, il a le sourire, il est bienveillant, il a toutes les qualités du héros. En plus, c'est lui-même vraiment un héros à ce moment-là. Il sauve un enfant, il arrête un voleur. Waouh, tout. Et du coup, ça le met tout de suite en lumière, je trouve, pour le lecteur. On a l'impression qu'on n'a pas affaire à un personnage normal. Voilà, c'est vraiment un des points que j'ai noté. Tu avais noté aussi que peut-être il guérit trop vite de tout. Oui. Je sais pas, tu vois, je me suis dit... Il arrive direct à se lever. Moi, je sais que le premier truc que j'ai vu, effectivement, parce qu'on a tous ces éléments où on le voit qui se fait voler, qui course des gens, etc. Et au début, je suis d'accord, dans les premières pages, je me dis, mais il en fait trop pour un être humain. Et en fait, c'est pas qu'il en fait trop pour un être humain, c'est que lorsqu'il se présente, on te dit, bon bah voilà, il a fini major de l'académie de police. Ah bah oui, donc forcément, si t'as fini major de l'académie de police, t'es pas vraiment un être humain. T'es un plus qu'humain, entre guillemets. T'as développé des compétences, des talents de course-poursuite, d'athlétisme, de vigueur. Et donc, une fois que tu sais ça, tu fais « Ok, je comprends ». Et donc, ça te permet vraiment, justement, d'apprécier encore plus le personnage parce qu'il a un côté totalement naïf. Je découvre New York et puis je suis là pour aider. Puis je me fais avoir et quand même, du coup, il se poursuit. Et malgré ça, le fait, justement, qu'il ait des retrouvailles avec son frère, parce que ça fait, je crois qu'ils ne se sont pas vus pendant 8 ans. Du coup, il se remémore un petit peu le passé, comment ils étaient quand ils étaient plus jeunes, pourquoi est-ce qu'ils sont perdus de vue, etc. Et en fait, on réalise que c'est pas un Superman. Il est pas totalement parfait, totalement propre sur lui. Il a aussi quelques failles que nous ne vous révélerons pas, bien évidemment. Mais qui font que oui, c'est un personnage humain pour lequel, franchement, à la lecture, moi j'ai ressenti énormément d'empathie. Et quand il s'est retrouvé accusé, je suis oh le pauvre. Je vois pas ses failles quand même. J'ai réfléchi depuis que tu as dit qu'il avait des failles aussi. Je vois pas ses failles. Mais il est très dans l'émotion. C'est une faille. Oui. Ah oui, pardon, tu parlais du frère.
excuse-moi, je oui, sur le héros. Non. Ah oui, pardon. Oui, tu parlais du frère. Aussi, pardon. Mais je suis resté sur James, excuse-moi. Mais en fait, il y a effectivement le mélange des deux, où en fait, ce qui est important, c'est que ce soit pour James ou pour Jack, c'est ça Jack, en fait, Jack. On sent vraiment que c'est pas juste les capacités, soit de l'un en tant que procureur adjoint, soit de l'autre en tant que policier, qui drive le récit. C'est vraiment des êtres humains qui sont confrontés donc à des enquêtes et pour lesquelles du coup à leur mesure ils vont tenter de les résoudre, sauf que forcément la résolution passe par des voies qui ne sont pas très canoniques, dirons-nous. Est-ce qu'on peut du coup révéler que peut-être on n'est pas sur une histoire complètement terre à terre, c'est ce que j'allais dire. Peut-être pas totalement réaliste, peut-être qu'il se passe des choses peu paranormales quoi. Voilà, si on pouvait les appeler comme ça. Et je me demande d'ailleurs si est-ce que par hasard le fait que justement dès le début on voit James qui est un peu un surhomme vraiment pour faire plein de trucs d'un coup comme ça, c'était pas le premier indice pour nous indiquer en tout cas le ressenti général du premier volume, parce que vraiment le ressenti général du premier tome, c'est que on comprend toujours pas vraiment où on met les pieds, ça reste hyper mystérieux parce que c'est bien distillé, mais on a quand même la sensation que, enfin moi en tout cas j'avais la sensation de partir sur peut-être une œuvre fantastique. Voilà, dans l'idée, parce qu'il y a tellement de choses possibles dans l'univers du fantastique qu'au vu des éléments qu'on nous a dispatchés dans ce premier volume, qui se termine avec un cliffhanger impossible, d'ailleurs au passage, tu dis non, on peut pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter là. Mais non, ça ne marche pas. Mais oui, quand même. Donc je me dis, super, ça veut dire que le tome 2 aussi aura un cliffhanger de psychopathe. On peut s'y attendre, bien évidemment. Donc, moi, je sais que quand j'ai eu ce tome de Stunts the Ninth Ghost, déjà justement, comme il parle des Ghost Affairs, forcément, on se dit qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est des cold cases, donc des affaires qui ont été irrésolues, qui ont été endormies Est-ce que c'est d'autres affaires Est-ce que c'est une branche particulière de la police, etc. Et donc, on voit dès le départ que ces Ghost Affairs sont un cas spécifique. Ce ne sont pas les enquêtes. Je dirais qu'ils sont confiés à n'importe qui, ce qui ne veut pas dire que toutes ces enquêtes suivent le même schéma. C'est pas que oh mon Dieu, il y a quelqu'un de décapité, vite, c'est une grosse affaire. C'est pas comme ça. Mais c'est vrai que comme la criminalité à New York est particulière, qu'en plus sur justement cette fameuse double page que tu as montrée sur un cadavre, les circonstances du meurtre sont plus que louches. Attends, on peut montrer un autre meurtre. Et donc et c'est là où justement on en vient à se dire il y a peut-être quelque chose de paranormal, quelque chose de fantastique derrière, parce que on ne voit pas, en fait, on ne trouve pas d'explication logique au phénomène. Et à plus forte raison, on a vu un héros qui est un surhomme, qui est presque un super héros. Donc oui, ça va tout à fait de pair. Alors je voulais montrer ça parce que du coup tout va bien, il n'a pas de zizi. Donc en fait il n'y a rien à part la violence, mais bon, vu qu'apparemment les jeux vidéo violents ça passe sans problème sur Twitch, nous pouvons normalement en toute tranquillité y aller. Je crois que les dessins ça passe. En vrai les dessins il paraît que ça passe, même les tétons d'homme ça passe bien en dessin, mais ne prenons pas trop de risques. Sinon tu bouges et tu dis que c'est un jeu vidéo. Oh mon Dieu, il y a un tremblement de terre dans le jeu vidéo. Le cadavre va s'éparpiller, c'est terrible. Donc on a effectivement des scènes de crime qui sont toujours bien trash, bien dégoulinantes, bien suintantes, comme tu disais. Oui. Et tout du long, et en fait, un des trucs que j'adore, c'est quand il y a des espèces de petits schémas. Voilà, c'est un tout petit là, mais en gros, ça commence à t'expliquer, alors la méthode c'est ça, alors du coup, pour résoudre ce truc-là, du coup, les éléments qu'on a c'est ça, 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 mais comment on passe de ça à ça, sachant que ça on peut pas, et ça, j'adore. C'est vraiment le genre de truc dans les enquêtes policières, quand on commence à analyser, à avoir les éléments sous la main. Tu sais, le moment où il y a toujours un tableau. Oui. Le moment où il y a le tableau, ça c'est mon moment. C'est le moment que j'aime le plus. Mais je sais pas si c'est clair, parce que depuis tout à l'heure, on dit que James, il est accusé d'un meurtre, mais c'est un meurtre dont il a été témoin. Tu vois. Ouais. Et ça, on n'en a pas parlé parce qu'en vrai, c'est important pour le plot. C'est vrai. Parce qu'en fait, lui, en tant que du coup personne qui a du coup intégré la police, elle va essayer de s'en sortir elle-même. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que après là, tu vois, j'allais spoiler. Après, on peut pas dire le truc, mais si on peut dire une chose, c'est qu'il a été témoin, il sait qui a commis le meurtre, et il va essayer de le prouver en fait, tout simplement. Et c'est là justement qu'il va avoir cette opportunité de rejoindre une organisation spéciale qui s'occupe de ces affaires. L'organisation s'appelle Stunts. Ouais, voilà, Stunts. c'est l'organisation Stunts. Alors c'est vraiment on va dire entre guillemets une espèce de
copier-coller, on va dire, visuellement du FBI, avec des locaux qui ressemblent à ce qu'on voit dans les séries télé. Ah, vraiment, si vous avez regardé plein de séries télé américaines, policières, etc., c'est vraiment le truc, tu arrives dans un lieu, il y a le grand tapis avec le logo et tout. C'est vraiment le même feeling, la même vibe, donc vous n'êtes pas perdus, vous n'êtes pas dépaysés. Et justement, une fois qu'il va intégrer cette organisation, il va former un duo, un tandem, avec un autre protagoniste, évidemment, bien entendu, encore un BG. Je sais pas, c'est dans le cahier des charges, hein, je pense honnêtement. Mais attendez que je vous le montre parce qu'il s'appelle Teddy Pariner du tout. Teddy Anderson. Teddy Anderson. Attendez, je vous montre le truc avec le tapis et tout, ça fait vraiment, on dirait vraiment le FBI, vous voyez. C'est ici, c'est vraiment le même feeling. Alors attendez, est-ce que Teddy, on a une belle page où on le voit bien. Bon, peut-être celle-ci, mais du coup, voilà, ici vous avez Teddy. Hop, je baisse un peu comme ça, la lumière est bonne. Et donc, tous les deux, ils vont former un duo, mais c'est pas un duo qui va matcher tout de suite, c'est un duo qui va prendre un petit peu de temps, puisque notre héros, James, va devoir, entre guillemets, faire ses preuves, parce que on ne lui fait pas à Teddy. Hein. Teddy, il est dans le milieu depuis un petit moment. Teddy, il est habitué à bosser seul, a priori aussi. Donc, on ne sait pas grand-chose sur Teddy. En fait. Non, à ce moment-là, on ne sait pas beaucoup, mais il y a quand même genre 2-3 cases, des moments où il est dans une espèce de vibe où il se dit « Oh là là, c'est pas encore ça, etc. » Que cache-t-il? Quel est même sur son passé. Ouais, exactement. Donc il est intéressant. On n'en sait pas beaucoup sur Teddy, c'est vrai. C'est pour ça que c'est étonnant quand tu m'as dit que ça allait être en 3 tomes, parce qu'en fait, vraiment, le tome 1, il y a plein d'informations et qui sont vraiment alléchantes. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a fait vraiment accrocher. Mais je me dis, comment est-ce qu'elle va réussir à tout caser dans 3 tomes, en fait? Parce que là, on a tellement de questions, pardon, mais vraiment, c'est ça qui est super intéressant. Je sais pas comment elle va faire. Mais j'ai hâte. Je pense que le tome 2 va être un tome où ça va aller très très vite du coup. Après, c'est vrai que ça va quand même assez vite aussi dans ce premier volume, tu le disais, hein, tu vois, c'est vrai que c'est rapide. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les enquêtes du Stunts donc, sont sur les Ghost Affairs, et du coup, ils prennent rapidement conscience que les enquêtes qu'ils mènent ne sont pas des enquêtes classiques, et donc du coup, ils doivent faire preuve d'une réactivité beaucoup plus importante. On n'est pas dans le mode, on est vraiment sur un thriller. On n'est pas je vais examiner la scène de crime, je vais passer tout le temps pour m'assurer de ramasser toutes les preuves, puis je vais les analyser, etc. Il y a vraiment une course contre la montre, une recherche de l'efficacité, et c'est aussi pour ça, je pense, que la relation entre Teddy et le héros marche bien. C'est que le héros a beau être premier de police, surhomme, surefficace, techniquement ça reste un bleu. Et ça reste un bleu au sein d'une organisation qui de toute façon déjà est parallèle à la police. Donc il y a ce côté, ok, t'es le meilleur, mais en fait ici t'es avec des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, donc apprends. Et ça permet justement de remettre en perspective et de se dire, ouais, t'es vraiment dans la mouise, ok, t'as intérêt à enquêter, et je dirais pas dans le cadre d'une enquête classique pour les raisons qu'on a déjà abordées, mais fais équipe et déployer justement toutes les ressources du Stunts pour en apprendre davantage. Je suis impressionnée quand même qu'on arrive à donner autant d'éléments sans vous dévoiler le truc qui se passe au début et qui fait finalement tout. Ça fait tout le démarrage vraiment de l'histoire avec tous les mystères qui s'enchaînent. Je trouve qu'on s'en est quand même plutôt pas mal sorti parce que il se passe vraiment un truc au début. Vraiment un gros truc. Moi personnellement, quand je suis arrivée à cette révélation foudroyante, j'en revenais pas. Je voulais pas accepter cette réalité. J'étais en mode non, c'est pas possible. Et moi j'étais en mode il y a une autre explication. Mes yeux me trompent. Mais moi pareil, je me disais non, mais ça doit pas être vrai. Ça se trouve c'est une il a trop fumé, il hallucine. Non mais vraiment, moi j'étais en train de me dire non, ça c'est pas possible, ça doit être ça. Et après effectivement il y a les indices. Que nous a pointé du doigt tout à l'heure. Voilà, tu vois, et j'étais en mode mais qu'on peut pas comprendre, c'est des indices qu'on peut pas comprendre. Il y a vraiment des petits trucs, tu dis non, enfin juste comme ça en le voyant, c'est pas évident du tout. Mais du coup, c'est vraiment tellement le point de départ qu'après, du coup, les enquêtes, quand vous allez voir justement les enquêtes derrière, dont on vous a parlé et on vous a montré un peu les images, concrètement, vous pouvez commencer à penser à comment ça fonctionne.
Ouais, parce que du coup, il y a une espèce de mécanique qui se met en place. Mais On a déjà des réponses dès le tome 1, quoi. On a quelques éléments dès le tome 1, mais c'est vrai que, par exemple, à la fin du tome 2, quand on découvre tel personnage, on se dit « Ah, ok, d'accord. » Donc, ils sont plusieurs. Bon, en même temps, c'est dans le titre. Voilà, c'est le C'est Ninth Ghost. le deuxième Ghost. Ou alors ils commencent à 9, ils ont dit bon bah 9 ce sera le 0 d'aujourd'hui, très bien, mais voilà, ça s'appelle The Ninth Ghost, on n'a pas encore l'explication du pourquoi et du comment, mais oui, il y a vraiment tous ces éléments. Et en fait, ce qui est vraiment très intéressant avec Stunts, je vous parlais tout à l'heure du côté page turner où du coup vous êtes happé par l'action, par l'ambiance trépidante, et du coup vous lisez. Sauf qu'en fait, une fois que vous avez lu, bon déjà à la fin du tome 1 vous êtes frustré parce que forcément vous voulez le tome 2 qui paraîtra oui. Mais oui, voilà. On est d'accord. Mais surtout en fait, prenez aussi le temps de lire le tome 1. Une fois que vous l'avez dévoré, prenez le temps de lire le tome 1 naturellement, comme si un peu c'était vous qui meniez l'enquête. Mais non pas avec le stress de la course-poursuite à travers le temps, la course-poursuite contre le temps, mais en essayant peut-être de récupérer différents éléments, parce que alors, évidemment, il n'y a pas toutes les solutions sont pas dans le volume 1, ce serait beaucoup trop facile. Bah oui. Mais ce qui est surtout, en fait, ce qui est important, c'est que en réalité, les Ghost Affairs, certes, le Stunts est un organisme différent, spécialisé dans ses enquêtes, mais surtout, c'est un organisme qui est spécialisé face à un ou plusieurs individus qui en fait ont déjà plusieurs coups d'avance. C'est ça qui est important. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour rattraper ces coups d'avance, pour essayer de ne pas se faire avoir ? C'est là où justement, il y a ce côté véritablement course contre le temps, où non, il faut y aller. Et puis on se dit, mais attends, si je me pose 5 minutes, que je réfléchis, est-ce que c'est la bonne option ? Donc vraiment, Stunts, c'est clairement un manga que vous lisez la première fois pour avoir votre shoot d'adrénaline, et la deuxième fois pour profiter de l'enquête. J'avoue que comme ça se lit vite, en vrai, c'est possible. Voilà. Je pense que une première lecture et une deuxième lecture de Stunts, c'est à peu près une lecture normale d'un tome de One Piece. C'est vrai. Parce qu'il y a tellement d'informations. Ah, mais tellement, c'est rempli de petites infos partout, One Piece. Un tome, je peux pas le lire comme un tome de n'importe quelle autre série. Du coup, là, j'avoue, vu que ça va très très vite et que ça carbure... Puis du coup, vous avez des BG 2 fois, si vous lisez 2 fois. Qu'est-ce qu'il est fort! Mais qu'est-ce qu'il est fort, tu sais lui parler, hein. Et puis même, si vous regardez en fait sous la jaquette, il y a... alors, vaut mieux le lire après. Oui. Mais du coup, il y a un petit bêtisier et tout. Bon, ça va. Et normalement, vous arrivez à lire cette distance-là. Vous arrivez à lire les petites sur bulles. Ma télé 4K. Terrible. Et non, enfin lui non. Oui, non. Je crois que c'était lui qu'il fallait pas montrer. Ouais, c'est lui. Ça, c'est encore rigolo parce qu'en fait, tu captes pas forcément ce qui est en train de se passer. Mais alors lui derrière, pas possible du tout. C'est drôle, c'est mignon quand même. C'est très drôle. Parce qu'en plus, ça dédramatise de fou toute la scène qui s'est passée. Oh mon Dieu. Pardon, mais il faut vraiment que vous tentiez. D'ailleurs, j'ai vu passer sur le chat, vous l'avez là, d'ailleurs, le lien pour aller tester le premier chapitre. Alors, le premier chapitre qui est quand même assez grand en général, puisque les chapitres 1... voilà, il y a quand même plus de 60 pages pour le premier chapitre. Laissez-moi vérifier où est-ce que ça s'arrête. Ça s'arrête là. Oui, il s'arrête après la page 50, si mes souvenirs sont bons. Il a aussi un... Attends. Je crois que... il est là, attends, regarde, ça c'est tout... Voilà. Et t'as pas le sommaire Si, il y a ça. Ah, mais t'as pas les faux. Tu vois, t'as la pagination. Oui, c'est pour ça, j'essayais d'arriver à cette fameuse page. C'est ici. C'est bizarre aussi comme image. Hein. Mais c'est un gros premier chapitre. Ouais. Presque 60 plus pages. de 60 pages, beaucoup plus de 60 pages. Donc n'hésitez pas à aller checker, ne serait-ce que pour la beauté du dessin, évidemment, pour le style narratif, pour le côté enquête. Parce qu'en fait, dès le premier chapitre, en vrai, vous allez tout de suite voir le fameux événement dont on vous tease. Ça vient vite. Hein. Ouais, en fait, c'est le premier chapitre. On met tout de suite les pieds dans le plat. Ça vient tellement vite, mais on vous le laisse parce que quand même, c'est mieux de le découvrir soi-même. C'est vrai, le vivre, le découvrir à la lecture, c'est quand même, je pense, un effet important. C'est un effet important parce que je m'y attendais pas. Non, moi non plus. Je m'attendais... quand tu vois la première page, tu fais « Ok, d'accord, ça va être trash et gore ». Après, tu vois le truc,
tu t'attends pas du tout à ça. Vraiment, tu t'attends pas du tout à ce qui se passe à la fin du chapitre 1. Et du coup, le reste ne déçoit absolument pas non plus. Et je tiens quand même à signaler que donc, on a quand même trop à dire qu'on s'attend pas du tout au retournement de situation de la fin du chapitre. On en a lu quand même beaucoup des mangas. Ouais. C'est pas notre premier manga, certes, on n'a pas forcément lu énormément de mangas policiers, mais je dirais on est habitué à lire beaucoup d'histoires. Des fois on reconnaît les schémas narratifs, on se dit ok, il y a telle personne, il va se passer ça, il y a une scène de tension, après ils vont se séparer, etc. Et là en fait non, en fait c'était pas prévu, non. Voilà, on est vraiment emporté. Et je vous avoue, quand je l'ai relu, à plusieurs moments, j'ai dû faire une pause, non pas parce que le titre était difficile à corriger, mais parce que je suis en train de me faire emporter par l'histoire et normalement, il faut que je le corrige. Ah, c'est toi qui l'as dit, du coup. Oh. Donc, à des moments, ok, c'est bon. Et après, je repartais parce que justement, je sentais vraiment que, en dépit de tous les tomes, de tous les mangas que j'ai lus, il y avait vraiment un effet véritablement accrocheur à ce titre. Et donc, j'étais ravi enfin, non pas ravi d'arriver à la fin, puisque la fin fait je veux cliffhanger. Voilà, mais j'étais ok, franchement, je suis vraiment ravi d'avoir découvert ce titre et qu'on l'ait dit chez Glénat. D'ailleurs, vous pouvez dès le premier chapitre, évidemment, faire la technique dont vous a parlé Benoît. Hein. Vous finissez le premier chapitre, vous recommencez le premier chapitre, parce que du coup, vous allez voir les indices. En vrai, vous pouvez faire ça. J'ai été bête de pas le faire, en fait. J'aurais pu aussi lors de ma première lecture, mais j'avais préféré lire tout le tome 1 puisque je l'avais sous la main. Mais si vous le lisez, du coup, d'abord pour le tester, en vrai, vous arrivez à la fin du chapitre 1, vous avez que ça sous la main. Honnêtement, relisez-le pour voir, parce qu'en fait, comme il y a la révélation, une grosse révélation fin de chapitre 1, vous allez les voir après, vous revenez en arrière, vous allez ah oui, effectivement, cet indice là, à ce moment-là, mais bien sûr, vous allez le voir. Et ça, c'est un petit côté un petit peu satisfaisant que, à titre personnel, j'avoue, j'aime beaucoup. Hâte de voir les futurs titres de cette mangaka. Mais alors, en vrai, moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse un jour éditer son œuvre d'avant, mais c'est pas qu'elle est trop trash, mais c'est que du coup, j'ai lu que les 3 premiers chapitres gratuits sur le site de Kodansha, donc c'est pas assez. Mais c'était dans un univers vraiment genre médiéval fantastique, avec des créatures et tout. Donc pareil, hein, des montagnes de cadavres. Un peu à la Berserk. Ouais, mais avec des BG. Mais là, tu vas dire que Guts, il est pas BG. Pas le même style de BG. Okay. Pas avec les traits fins, tu vois. Là, lui, c'est Guts, tu vois. Là, c'est vraiment le même style de personnage, en fait, dans son autre œuvre, qui est assez violente aussi, mais pas aussi. C'est pas peut-être autant dark fantasy que Berserk, parce que comme j'ai lu que très peu, je sais même pas s'il y avait de la magie, est-ce qu'il y avait des trucs comme ça, je sais même plus. Je me rappelle des morts. J'ai gardé tous les morts et tous les cadavres en tête, mais j'aimais quand même beaucoup son style. J'aimais déjà son style à ce moment-là. Donc à voir, moi j'avoue je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle va faire effectivement par la suite au Japon. Je vais essayer de guetter ça, et il est possible du coup, puisque maintenant ça y est, elle est signée chez Glénat, que lors d'un prochain Glénat Manga Live, dans les news qui concernent les licences de Glénat, on vous annonce écoutez, Sora Daichi a commencé sa nouvelle histoire, enfin peut-être voilà qu'on aura l'occasion de vous l'annoncer comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à check tout ça, vous avez donc tous les éléments en main, et évidemment si vous ne tenez pas après le premier chapitre, les libraires vous attendent, je pense, à tout instant. Bon, jusqu'à une certaine heure, là, je pense que c'est fermé, mais voilà, c'est ouvert demain. Ils font pas le pont, normalement. Les libraires, ils sont toujours là, prêts, disponibles pour... Et ravis de vous écouter, de vous conseiller. Évidemment, évidemment. Donc, je pense que là, on est pas mal pour faire une transition vers... Parce que, pour le coup, on est vraiment sur la même vibe, je vous assure, vers la fameuse annonce qui était prévue pour aujourd'hui, car en fait il n'y en a pas qu'une. Voilà, il y a une annonce de licence, par contre, une seule et unique annonce de licence, mais il y a une autre petite annonce derrière, en plus, et les fameuses petites annonces un peu bonus, par rapport à des choses qui peuvent sembler évidentes pour quelqu'un de très assidu de l'univers Glénat. Mais du coup, l'annonce qu'on va vous faire, mon cher Benoît, concerne un titre qui nous vient de la Shueisha, et même plus précisément du Jump Plus. Exactement, nous allons publier donc à partir du mois d'octobre prochain une nouvelle série qui s'appelle donc en japonais Jinrui Shoku. Tadadam! J'essaie de mettre, je vais mettre mes doigts là où ça gêne le moins. Voilà. Donc, dont le titre français sera Éclipse humaine, puisque c'est une traduction du titre Jinrui Shoku. Et comme vous le voyez, le personnage principal a 3 yeux. Donc on est clairement dans une histoire
fantastique où donc on est sur une histoire moderne puisque ça se déroule à notre époque, donc dans le Tokyo actuel où il y a des sortes de phénomènes paranormaux puisqu'on retrouve des personnes qu'on qualifie de mummy, donc en fait des sortes de cadavres momifiés sans qu'on comprenne réellement d'où ils viennent. On est sur un manga qui est à la fois fantastique, à vocation horrifique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment dans les dessins un trait qui peut être un petit peu trash, un petit peu gore, pas forcément malaisant, mais vraiment avec une vibe horrifique. C'est pour ça d'ailleurs que le titre sort en octobre. Et c'est trop stylé. Ouais, c'est bien fait parce que le paradoxe. Et on y suit donc l'histoire de deux amis d'enfance qui sont en fin d'école primaire. Ah oui, d'accord, ils sont jeunes. Oui, ils sont. Ah mon Dieu. Mais ils sont très jeunes. Donc, du coup, il y a ce côté, il y a des corps momifiés, et puis les deux personnages principaux, ils sont en primaire. Voilà. Mais là, ça fait peur. Ça peut faire peur, effectivement. C'est vraiment puisque, justement, eh bien, ils vont enquêter, découvrir un petit peu ce qu'il en est de ces histoires de mummy. Et il s'avère que, voilà. J'étais pas prête à tourner la page. Voilà, c'est pour ça que je disais que le graphisme peut être est saisissant. Mais les dessins sont magnifiques. Les dessins sont magnifiques. Notamment, justement, nous avons parmi ces deux personnages je veux bien, c'est gentil. L'un d'eux qui est en réalité un médium. C'est celui avec le troisième œil. Ah d'accord, c'est. Faut pas dire ok, d'accord. Et donc justement, eux deux, à leur niveau, puisque ça reste des enfants, vont être confrontés à ce phénomène des momies. Et franchement, on a travaillé sur le. On peut montrer où? Quand c'est les premières pages, je pense que regardez comment ça fait peur. Franchement, regardez. En plus, il y a un côté extrêmement réaliste sur certains passages. Oh là là. Justement, le personnage que vous voyez donc sur la page de droite, en fait, lui voit un petit peu en tant que médium. Il voit ces trucs-là. Il voit un peu ses esprits. Comme Sixième Sens un peu. Un peu comme Sixième Sens. Donc il y a ce côté en mode voilà. Donc c'est un titre qui sortira en octobre, qui est véritablement prenant en termes de qui vous prend vraiment au trip. Et franchement, pour l'avoir lu, je me suis vraiment posé la question de l'origine de ces fameuses momies la manière dont les deux personnages font face. Voilà, j'étais pas prête à cette page. Quand on est arrivé dessus, on la présageait pas juste avant. J'ai vraiment flippé. Oh mon Dieu. Voilà. Donc donc ça c'est une nouvelle série qui arrive en octobre et que je vous conseille chaudement si vous aimez justement les histoires un peu sombres. Ouais, vraiment. Attends, moi je vais le lire. Laissez-moi juste noter, est-ce que je peux le lire? Ça va s'appeler comment? Alors le titre français sera Éclipse humaine. Ok. Attendez, il est en train de serrer une espèce de momie cadavre dans ses bras et il dit Daisuki Dayo. Attendez, c'est pas ça. Ah non, d'accord, ok, date, ok, ça va. Ok, d'accord, elle incarne la maman. Ça, alors je sens que moi, en plus, en tant que maman. Oui. Mais ça va être hardcore. Ça peut être un peu désarçonnant. Mon Dieu. Après, il y a son ami qui arrive. Oh, Bakayaro. Ok, d'accord, c'est bon, tout va bien. Il est sauvé. Non, il est pas sauvé. Oh mon Dieu. Mais non. Attends, c'est pas possible. mais c'est pas possible. Il peut pas déjà. Mais c'est pas possible. Mais non. En octobre, du coup. Ok. Voilà, donc en fait, ce live était consacré à toutes les séries, donc on ne peut pas vous raconter ce qui se passe à la page 50. Éclipse humaine, du coup, ça va s'appeler. Éclipse humaine. Non, mais j'attends le moment. Là, par contre, c'est que ça faisait depuis longtemps que un manga terrifiant, m'avait pas aussi hype. Ah ouais. Là, les dessins. Ça, c'est incroyable. Là, il vient de se faire. Regarde, c'est vraiment le moment où d'un seul coup, il se passe un truc. Ah, par contre, c'est vraiment beau. Oh. Oui, c'est à la vue de ça, d'un seul coup il change. Je vais noter Éclipse humaine. Je le mets dans mes notes. En octobre. La série est en cours pour l'instant au Japon, je crois qu'il y a 3 tomes. 3 tomes de sortie, effectivement, et les covers sont sympas. Attends, je sais pas si je peux me montrer. Attendez, je vais retourner ma tablette pour vous montrer les covers du tome 2 et 3. Vous voyez, elles sont très très sympas aussi, les prochaines covers. Ça n'a pas l'air d'être les personnages qu'on voit dans le tome 1, en tout cas, j'ai pas vu des personnages qui ressemblaient à ça, mais c'est très joli. Les covers là, les suivantes sont extrêmement jolies, parce qu'en fait, la première elle me fait trop peur, les 2 et 3, ça va. C'est mon niveau de hockey. Alors j'ai pas regardé jusqu'à la fin du tome 1 parce que je me dis à quoi ça sert que je me foute dans un cliffhanger
alors que j'ai pas le truc avant octobre. Hein. C'est ça. Je vais me calmer un peu là-dessus. Mais non, c'est hyper intéressant. Est-ce que l'auteur, du coup... Alors, ils sont 2. On a au scénario Maru Mitsuchiyo et au dessin Yuki Sato. C'est des artistes, c'est la première fois qu'on les a à Glénat, en toute logique. Parce que du coup, j'ai jamais vu leur nom tout court. C'est une série qui est dans le Jump Plus. Oui. Donc, c'est pas une série qui est dans le Jump tout court. Donc, il y a moins de chances de se faire charcuter comme ça a été le cas pour d'autres séries qui, malheureusement, se sont arrêtées brutalement à peine 3-4 tomes de sortie. Là, le Jump Plus, j'ai vu, au vu de ce que j'ai compris dans Réimp, tome 12, tout est connecté, que du coup, justement, il y avait une plus grande liberté. Il y avait un passage, d'ailleurs, hyper intéressant. Vu que ça vient du Jump Plus, je pense que c'est une remarque totalement pertinente des éditeurs qui réalisaient les erreurs qui avaient pu se produire à l'occasion de la publication papier des magazines. Car en fait, je crois qu'il doit y avoir un espèce de temps de latence entre le résultat et la décision, des trucs comme ça, parce qu'ils parlaient d'œuvres qui finalement s'étaient arrêtées, parce que la décision avait été prise d'arrêter cette série, et genre, finalement, des mois après, ou 1 ou 2 ans après, carton, réimpression, et du coup ils sont deg car ils auraient dû faire continuer la série alors que l'artiste a été obligé de l'arrêter. Donc des trucs comme ça, et donc il y a une discussion super intéressante entre 2 personnes du milieu qui pensent et qui considèrent justement que le système de publication numérique peut permettre d'éviter ce genre d'erreur et donc de donner pleinement sa chance à un artiste et d'aller au bout de son projet, au bout de son concept, parce que du coup, publication numérique, publication papier, ça marche pas pareil, en tout cas au Japon. Donc ça, je me dis que ça a un avantage, en quelque sorte, que ça vienne du Jump Plus, et le Jump Plus, vous le savez, maintenant, il y a vraiment de tout. C'est un magazine web qui ne se ferme plus sur les cibles classiques des magazines papier qui de toute manière sont de plus en plus en train de s'étirer dans tous les sens, ne serait-ce que par exemple avec Stumps, le Besatsu Shonen Magazine, c'est un magazine, il y a le mot shonen dedans, mais honnêtement la cible est beaucoup plus mature et pour ça il faut connaître le contenu du magazine pour le savoir. Donc là le Jump Plus c'est pareil, on tape sur différents univers, sur différentes thématiques, et qui vont parfois plaire à des publics plus jeunes, mais qui vont surtout également aller taper sur les gens qui ont vraiment des smartphones et des tablettes. Les adultes quand même beaucoup, ou en tout cas arrivés à l'adolescence, au lycée. Donc on va viser un public plus mature. Donc je trouve ça vraiment très très cool de préciser le magazine du Jump Plus. Après je me suis dit, la Shueisha. La Shueisha, c'est bien, on retournera les voir. On retournera voir les gens de la Shueisha. Donc toi, t'es hypée, ma chère Leïla. Oui. Moi en plus, j'aime trop les mangas comme ça, les animés comme ça. Même les films, tu vois, tout ce qui est paranormal un peu. Moi, j'aime trop. Pour ça, ça me fait vachement penser à Sixième Sens. Quand je dis qu'il voit, j'avais adoré le film. Et en plus, il est jeune. Oui. Alors peut-être pas autant. Sixième Sens, il avait quel âge ? Sixième Sens, il était quand même jeune. Je sais plus quel âge. Il était sûrement en primaire aussi, mais peut-être qu'il était un peu plus jeune encore. J'ai souvenir vraiment une petite boubouille comme ça. Là, ils sont je crois que c'est fin de primaire, c'est ça ? Oui, fin de primaire. Fin de primaire, c'est un peu le niveau de collège chez nous. Non, ils sont vraiment équivalents CM2. D'accord. Il y a de l'humour un peu. La première chez eux, compte la 6e, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, la dernière année. Leur classe, ils sont en dernière année de primaire, ils sont vraiment. C'est l'avant-dernière. Ok, donc c'est vraiment le CM2 de chez nous. Il y a de l'humour un peu dedans ou... Oui, il y a un petit peu d'humour parce que ça reste. Je l'ai pas vu. Ça reste 2 enfants, par exemple, ils jouent au foot et du coup ils essaient de s'aider un petit peu. Sauf que ils sont aussi un petit peu, je veux dire, quand on est médium, on voit des choses pas forcément très jolies. Donc il y a vraiment une relation très fraternelle entre eux, juste parce qu'ils se comprennent l'un l'autre. Après oui, tu as quelques petits traits d'humour. C'est pas l'objectif du manga, ne nous l'aurons pas. Mais des fois oui, t'as un petit peu d'humour, notamment parce qu'en fait ce sont les 2 personnages principaux, mais ce ne sont pas que les seuls personnages de l'histoire. D'accord. Donc comme on en a d'autres, ça permet d'avoir justement un côté en mode un côté un peu plus détendu, un peu plus justement collège
entre guillemets, et pas simplement horrifique esprit. Ok. Du coup, je pose la question au chat aussi maintenant, cette petite présentation de cette annonce. Alors évidemment, vous allez avoir l'annonce officiellement sur les réseaux sociaux par le community manager de Glénat, hein, bien sûr, je ne sais juste pas quand. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce qu'on vous a dit? Moi, je découvre un petit peu avec vous puisque j'avais pas le tome en main, moi j'avais juste les couvertures sur internet. Donc là, c'est la vraie découverte. Là, c'est la vraie découverte et j'avoue que c'est très intéressant parce que même graphiquement, en fait, c'est hyper carré, c'est hyper propre. Ouais. Et on est vraiment sur, on va dire, un mélange de chara-design assez classique manga et vraiment des styles particulièrement effrayants, mais qui sont du coup graphiquement assez différents. On est presque sur 2 niveaux graphiques qui cohabitent ensemble et je trouve ça très réussi. Là, en tout cas, ça match hyper... c'est joli. Ça porte quand... Je vous montre un peu loin, évidemment, mais... je pense que vous voyez quand même bien la différence. Ah oui, là en vrai, je trouve on voit bien les 2 styles qui cohabitent. Comme ouais. Ah là, on voit très bien. D'un côté, en fait, au niveau du trait, on reconnaît bien le trait des dessinateurs du Jump, avec un côté un peu enfantin, un peu poupin. Et en parallèle, je trouve qu'il y a une touche à la Suichida quand il travaille sur Tokyo Ghoul, qui du coup donne justement ce côté un peu sombre. Et donc, on a la dimension presque enfantine, puisque les personnages sont CM2, donc le côté mignon, et puis après le côté sombre. Et je trouve que ça fait vraiment un très bon contraste dans l'histoire. On verra si un jour il y aura un petit bandeau publicitaire recommandé par Suichida, comme ça a été le cas de Full Night. Exactement. Full Night a été recommandé par Suichida. Lisez Full Night, c'est vraiment incroyable, les gars. Je vais jamais arrêter cette propagande. Surtout, mais raison. Lisez Full Night, Full Night. Plus fort, Leïla. C'est vraiment trop bien. Ah non, mais c'est incroyable. Ouais. C'est un registre différent, mais clairement, Full Night, ça reste sombre. Hein. C'est une révélation. Ouais, mais après, c'est plus de la science-fiction que du fantastique. Mais enfin, très clairement, lui, il est fait... Alors, même le chara-design est très différent, bien sûr. Mais je trouve l'artiste a une patte qui est unique. Qui ressemble à aucun autre mangaka que j'ai vu. Et vraiment, cette ambiance qui est pesante, qui est angoissante. Et même l'univers qu'il a dépeint, je suis tellement addict de ce qu'il a créé que... Alors, après, il y a plein de gens qui disent « Oui, mais après, voilà, tout ce qui est avec des plantes. » Je crois qu'il y avait MPD Psycho ou un autre titre. Et pareil, un film américain où on m'avait dit « Oui, ça ressemble un peu à ça. » Lisez Full Night. Oui, lisez Full Night. Vraiment, c'est un autre univers, ça n'a rien à voir. Mais si vous aimez, effectivement, un peu tous ces univers sombres, que ce soit Stunts, que vous n'avez pas encore essayé, mais vous n'allez pas tarder, ou bientôt, à partir de Halloween, c'est bien pensé, bien pensé. Voilà, donc Éclipse humaine, ce sera le nom lorsqu'il sortira. Évidemment, enfin Full Night, allez-y, hein, évidemment, on vous fait la propagande nous aussi dès qu'on en a la possibilité, parce que c'est un peu l'artiste révélation de ces dernières années. C'est vraiment une claque dans la figure et je pense qu'il faut qu'on insiste encore et toujours évidemment pour que vous donniez sa chance et aussi à Full Night. Full Night, trop bien aussi, mais bien sûr, voilà, tout à fait. Et sinon, Funky Ben, t'es hypé également, manga d'horreur un peu plus. J'en lis pas souvent, mais là, je suis hypé. Ah bah écoute, on doit être à peu près au même niveau. Je pense, je lis pas. Sauf qu'elle a vu les images en plus. Voilà, et du coup, j'ai poussé les petits cris qui allaient avec, parce que vraiment des trucs, je m'attendais pas. Je me disais, bah non, on le voit au début, je dis, attendez, c'est un peu rapide. C'était un petit peu rapide, mon cœur est pas prêt. Et donc, ça, c'était l'annonce de la licence de cette émission. Et là, on a une deuxième petite annonce. Eh ben... Ouais, alors c'est pas une licence, c'est une opération commerciale et on sait que vous êtes hyper nombreux à être fans de l'œuvre avec laquelle cette OP est liée. Du coup, il faut absolument qu'on vous en parle en amont pour que vous soyez prêts dans les starting blocks, car ça démarre, il me semble, mon cher Benoît, le 15 mai. C'est tout à fait possible, exactement. Ah, tu as raison. Mais attends, je vérifie auprès du CM. C'est le 15 mai, voilà. C'est bien ça, c'est l'info qu'il m'a donné. Ce que j'aime beaucoup, c'est que lorsque tu as partagé tout à l'heure les visuels de... C'était marqué dessus. C'est vrai. Mais on a le meilleur des publics parce qu'ils ont rien dit. Merci pour la discrétion. Mais les gens ils vont dire au replay, vous allez le voir, c'est terrible. Ils vont revenir le foreshadowing. On en a parlé, tout était prévu. C'était dans le thème là.
Donc, effectivement, nous avons une opération qui commence le 15 mai. Donc, autour d'une série que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit des Dragon Ball Full Color. Vous avez eu donc les 2 tomes qui sont parus il y a peu. Et désormais, donc à partir du 15 mai, vous avez une opération où, pour l'achat donc des 2 volumes Full Color, 1 et 2, tout à fait. Le volume 1 et 2 Full Color, vous pouvez repartir avec donc un strap Dragon Ball, donc en goodies. Voilà, donc bien évidemment dans la limite des stocks disponibles chez les libraires. Il est grave stylé, hyper stylé, il est magnifique, trop joli. Donc ça c'est à partir du 15 mai, il faut absolument évidemment, voilà, une petite illustration avec toutes les infos, le fameux Dragon Ball Color. Alors le truc qui est rigolo, c'est qu'une fois que l'annonce a été faite, une fois que les premiers visuels ont commencé à être montrés sur les réseaux sociaux, c'est impressionnant la scission dans le public entre ceux qui font « Ah mais c'est pas trop tôt !» Ah mais et les autres, ah pourquoi est-ce que vous faites ça? Il y a déjà trop de versions Dragon Ball. Personne ne peut chanter en chœur, le public est trop grand. Mais il y a quand même une très grande partie de l'audience qui attendait désespérément cette version couleur parce qu'en fait, comme elle existe au Japon, les gens la réclamaient, tout simplement. Exactement. Et alors, par contre, on n'a pas les Dragon Ball Color en japonais pour montrer la différence. Alors là, on les a pas pris, mais c'est un format qui est grand parce que les Dragon Ball Color au Japon, ils font cette taille-là. Voilà. Et donc là, vous allez avoir le luxe de pouvoir apprécier ces pages couleurs en grand. Est-ce qu'on peut teaser un peu en montrant les premières pages, par exemple? Oui. Je pense que admirer la couleur. Je pense que Dragon Ball, les gens connaissent suffisamment pour ne pas les spoiler. Non, mais c'était plus le spoil de la couleur, genre oh mon dieu, regarde ce rose, regarde ce bleu. Je sais pas. Non, c'est bon. Voilà, et s'il n'y a pas la primeur des gens qui le regarderaient à la librairie ou tu vois. Trop de pages partout. Yamcha! Ouais. Je pense aussi que je vais craquer, moi. Ah bah écoute, moi c'est clair. Moi c'est clair. Dragon Ball, j'ai plusieurs débuts d'édition de Dragon Ball. Je sais si ce sera la complète. Il y a une question. Voilà, je vois quelques questions, je vais y répondre. Alors, sans combien de tomes vous avez vu tout à l'heure que sur Ariadne, on n'était pas bon, donc je ne vais pas vous donner. si je me rappelle bien, on est un peu plus, je crois qu'il y en a un peu plus d'une trentaine au total. La Perfect de mémoire était à 34 tomes, je crois que celle-ci est peut-être à 35. Elle est dans les mêmes acabits, mais on n'est pas sur les mêmes. C'est pas le même découpage. On n'est pas tout à fait sur le même découpage. Premier point. On est sur cet ordre d'idée entre 30 et 35 volumes, mais j'ai plus le chiffre en tête. Et pourquoi l'enfance de Goku? Parce qu'en fait, justement, vous savez que Dragon Ball s'étend depuis donc l'enfance de Goku jusqu'à Majin Buu. Puis après, bien évidemment, il y a Dragon Ball Super. Et donc, la Full Color, lorsqu'elle a été proposée au Japon, elle a été, entre guillemets, présentée sous forme d'arc narratif pour permettre aux différents lecteurs de s'y retrouver. Et donc, plutôt que d'avoir juste des Dragon Ball, tomes, mettons, 1 à 34, vous allez avoir des Dragon Ball, l'enfance de Goku, tomes 1 à 8. Puis après, vous aurez le deuxième arc, pareil, tome 1. Ah, donc c'est rythmé par les arcs. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous avez, c'est même le référencement vis-à-vis des libraires, et le titre s'appelle bien Dragon Ball Full Color, l'enfance de Goku, puisque c'est ce premier arc narratif. Puis après, on aura la suite, etc. Mais du coup, en termes de numérotation, ça reprendra à 1 par arc. Oui, d'accord, ok. Voilà, est-ce que c'est la numérotation qui a été faite sur les Dragon Ball Color au Japon? Oui, exactement. On est au plus proche de la version japonaise des Dragon Ball Full Color, ce qui explique par exemple que, comme on était sur ce format-là et qu'on a agrandi, l'image en fait n'était pas complètement homothétique, et c'est pour ça que vous avez une bande verte sur les côtés, tout simplement, parce que on n'allait pas non plus élargir Goku, faut pas. On sait qu'il mange beaucoup, voilà. Mais voilà. Donc du coup, effectivement, c'est pour ça qu'on a je dirais, ça fait partie des éléments propres pour pouvoir justement respecter au mieux le travail de l'auteur. Eh bien, écoute, c'est parfait. Merci pour toutes les explications. Attends, je vérifie qu'il n'y ait pas une dernière question. J'ai la version italienne et c'est aussi comme ça. J'imagine qu'ils n'ont pas eu le choix non plus. Attends, du coup, j'ai une question. Est-ce que la version italienne est aussi en grand format? Alors, je connais pas la version italienne, mais pour avoir échangé donc avec l'ayant droit japonais lors de la validation, etc., nous ne sommes pas le seul éditeur à proposer une édition grand format. C'est-à-dire qu'au départ, on avait proposé différentes maquettes, etc. Et en fait, on est sur cette maquette-là parce que justement, ce concept de maquette a été validé par rapport à d'autres éditions étrangères. En tout cas, il nous confirme, Hokuto
Hokuto no Twitch, que c'est effectivement le petit format. Donc l'Italie a dû garder le même format qu'au Japon, mais du coup, en France, on fait des choses en grand, en fait. Hein, on peut totalement utiliser cette expression. Vive la France. Je suis d'accord, Octono Twitch, hein, vive la France, parce que ça fait plaisir. En fait, le truc, c'est que vraiment en France, on le répète évidemment assez souvent, mais on est un gros pays, très gros consommateur de manga, et du coup, on est aussi des adorateurs de psychopathes de Dragon Ball. Ça reste intergénérationnel, c'est pas pour rien qu'il y a encore aujourd'hui des enfants qui découvrent Dragon Ball, parce que ça traverse le temps, et du coup, je pense que ce genre de version plaira particulièrement aux générations peut-être un peu plus anciennes, les miennes par exemple, parce que peut-être un enfant, il n'a pas absolument besoin d'avoir la color, mais on sait qu'il y a un public qui l'attend, vu la réclamation. Heureusement que voilà, ça y est, on a répondu à la demande, parce que depuis que je fais des Glénat Manga Live, ça commence à faire un petit moment. Il y a eu beaucoup de demandes sur les Dragon Ball Color, la Dragon Ball Color. Voilà, on y est, c'est le 15 mai les gars, et on vous rappelle que du coup, pour le tome 1 et le tome 2, vous avez ce très joli strap hyper mignon, voilà, avec cette petite bande en tissu où vous pourrez retrouver Shenron et le logo de Dragon Ball évidemment de ce côté-là. Vraiment trop mignon. En fait, c'est très mignon, je trouve, comme petit accessoire. Et c'est ainsi que nous avons terminé toutes les révélations à vous apporter dans cette émission. Et nous arrivons donc à la fin de ce Glénat Manga Live. Merci à tous les gens qui nous ont suivis sur le chat et merci évidemment d'avoir participé avec autant de passion pour partager vos avis avec nous. Merci beaucoup Maëleila, c'était trop cool. Mais non, mais je suis trop contente. J'ai trop aimé. Tu reviendras ? Avec plaisir, avec plaisir. Et tu sais même quoi ? Si vous voulez faire un manga live pour celui-là, moi je reviens quand vous voulez. Faut noter octobre. Faut noter. Alors. Impeccable. Et écoute, je préviens l'édito et toutes les équipes qui sont en charge de ça. Merci aux gens du chat qui nous remercient aussi. Évidemment, merci beaucoup Benoît de venir depuis l'édito pour partager ces moments avec nous et nous partager évidemment ton savoir. Toujours un plaisir. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé. Merci infiniment. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain Glénat Manga Live qui se tiendra le mardi 14 mai. Et il sera consacré à une nouvelle série qui arrive chez Glénat qui s'appelle De neige et de flammes, un manga de Kiko Urino. Donc là encore, une nouvelle artiste qui intègre le catalogue et j'ai hâte de pouvoir en parler avec vous. Excellente soirée à tous. Ciao. Bye bye.